Aujourd'hui, on va voir l'assurance vie, de manière facile et accessible parce qu'on peut rêver grand tout en investissement petit grâce à elle et je vais vous expliquer. J'essaie de vous simplifier au maximum tous les détails pour que vous puissiez, bien, à votre tour, l'exploiter et en profiter. Mais avant, un petit mot juridique. Je ne suis pas conseillère en investissement financier, conseillère en gestion de patrimoine, banquière, avocate financière, avocate fiscaliste, comptable ou autre. Donc, c'est uniquement des contenus à but éducatif. J'ai fait des recherches, c'est mon expérience que je vous partage en espérant que ça puisse vous aider. Dans tous les cas, c'est pas du démarchage. Le but, c'est pas de vous faire un conseil d'investissement ou autre. Vous restez les seuls maîtres à bord de votre argent. Donc, malheureusement, s'il y a un pépin, je n'en suis pas responsable. Voilà. Et si vous avez des questions précises ou un besoin particulier, n'hésitez pas à vous tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine. Ils et elles sont là pour ça et ils sauront vous répondre exactement à vos besoins avec les chiffres. Ils connaissent les lois sur le bout des doigts, tous les chiffres sans aucun problème. Ils seront comparés avec également les autres offres qui existent, les autres comptes. Mais d'abord, promis, il mord pas trop fort. Voilà. On va faire un petit point mot parce que dans le milieu financier, il y a deux termes qui sont souvent très utilisés, mais si on ne les connaît pas, ça peut surprendre. Premièrement, c'est l'exemption ou être exempté. C'est qu'en fait, c'est quand on n'est pas concerné par une règle. Typiquement, si on est exempté d'impôts, eh bien, il y a des impôts, c'est la règle pour tout le monde, mais quand on est exempté, on ne paye pas. Pour les fans de K-pop qui sont là, quand on est exempté du service militaire, c'est qu'on n'a pas à faire son service militaire. On n'est pas concerné par la règle du service militaire obligatoire. Et l'autre mot, c'est l'abattement. Alors, c'est une réduction sur une somme à payer, mais ce n'est pas une réduction en mode moins 20% ou moins 10 €. En fait, le principe de l'abattement, c'est de prendre la somme globale, de retirer une partie et ensuite d'appliquer la règle de paiement dessus, le restant. Par exemple, vous voyez en bas, si jamais j'ai une somme de 100 € et que j'ai un abattement de 40% ou un abattement de 40 €, eh bien en fait, je ne payerai pas les impôts sur 40 € et les impôts seront calculés uniquement sur les 60 € restants, même si au total, j'ai bien eu 100 €. Pardon, désolée. Alors, c'est quoi l'assurance vie? Parce qu'on entend beaucoup parler, ça a été un placement qui a beaucoup été vanté, qui est connu depuis des années. Mon grand-père nous en a offert dans toute la famille. C'est vraiment quelque chose qui est rassurant et connu, contrairement à tout ce qui est bourse, crypto-monnaie et autres. Il faut savoir que c'est un livret d'épargne qui a l'avantage d'avoir une fiscalité avantageuse. Alors, quand je parle de fiscalité, je parle de quoi? Quand on a un livret d'épargne, quand on a des épargnes, il y a deux impôts qui se mettent en place. D'un côté, les prélèvements sociaux à 17,2% et les impôts sur le revenu à 12,8%. Quand on additionne les deux, ça donne la flat tax, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est du coup à 30%. Et donc, ce sont les impôts qui vont toucher chacune de nos épargnes. À ce jour, il y a 4 livrets en France qui en sont exemptés totalement. Le livret A, le livret de développement durable, le livret d'épargne populaire et le livret jeune. Alors bien sûr, je pense que vu le nom du dernier, vous avez compris qu'il y a un critère d'âge, mais pour l'avant-dernier, le livret d'épargne populaire, il y a un critère de revenu. Voilà. Ils sont tous plafonnés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus d'une certaine somme. Ça dépend du livret. Par exemple, le livret d'épargne populaire, c'est 7 500 de mémoire. Le livret A, c'est 22 000. Et comme vous pouvez le voir, à côté, je vous ai mis les intérêts à l'année qui seront en vigueur à partir de 2025. Voilà, ça sert à rien de vous donner les antécédents. Ça a l'air plutôt correct. On est sur du 3% de manière générale, 2,5% pour le A. Alors, du coup, pourquoi on aurait besoin de plus? Déjà, comme je vous ai dit, ils sont limités, ils sont plafonnés. Donc, au-dessus de 22 000 €, on ne peut pas vraiment mettre plus d'argent dedans. Deuxièmement, voici les taux de l'inflation. En 2024, en moyenne, l'inflation en France est de 2,4%. Et pour 2024, c'est le chiffre qui est censé être atteint, sur lequel l'INSEE a fait ses pronostics. Et vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'on avait vu sur le livret A? Le livret A a un taux de 2,5%. Ça veut dire que si jamais je mets mon argent sur le livret A, en fait, je ne fais aucun bénéfice, quasiment.
puisque les intérêts que ça va m'apporter, en fait, ça va juste couvrir l'augmentation du coût de la vie, ni plus ni moins. Et si on regarde les années précédentes, 2022 et 2023 ont été des années avec une très grosse inflation. On en a entendu parler, on l'a vu en faisant les courses. Et bien, en fait, si vous aviez un compte qui était encore à 3%, 4%, comme vous voyez, non seulement vous n'avez rien gagné, mais en plus, vous avez perdu de l'argent. Donc, en fait, les livrets qui sont plafonnés, certes, c'est très intéressant financièrement, mais vous ne pouvez pas, eh bien, mettre beaucoup d'argent dessus à cause du plafond. Et deuxièmement, si l'inflation est trop importante, vous allez perdre de l'argent. Et même si elle est inférieure, on n'en gagne pas beaucoup. Puisqu'on gagne, par exemple, en 2021, où c'était 1,6, on gagnait 2 malheureux petits pourcents. Voilà. L'avantage de l'assurance vie, pardon, c'est que justement, on n'a pas de limite au niveau de l'argent qu'on peut déposer dessus. Et deuxièmement, on a une fiscalité avantageuse. C'est quoi cette fiscalité avantageuse? Et vous avez certainement entendu cette idée que c'est bloqué pendant 8 ans, l'assurance vie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, on va voir ça. Voici un petit camembert. Ce n'est pas un président, ce n'est pas un coulommiers, c'est un camembert des finances. La partie bleu clair représente l'argent que vous avez déposé sur votre compte. Et la partie bleu moyen représente l'intérêt qui ont été créés par votre apport au fur et à mesure des années. Quand vous allez venir retirer de l'argent, donc on appelle ça faire un rachat. Vous pouvez venir tout récupérer ou récupérer juste une partie de votre camembert ou d'un gâteau si jamais vous êtes plus sucré, il n'y a pas de souci. Et comme vous pouvez le voir, en fait, cette part, elle est composée de 2 parties aussi. On va prendre la proportion de votre apport, de ce que vous avez versé comme argent versus tous les intérêts que ça a donné. Et on va regarder la même proportion sur la partie que vous allez racheter, la partie que vous allez reprendre. Et les prélèvements, la fiscalité se mettra uniquement sur la partie des intérêts. Absolument pas sur la partie concernant l'argent que vous avez déposé vous-même. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est par rapport à l'âge. Voilà. C'est cette fameuse histoire des 8 ans. C'est pas bloqué, c'est juste que vous avez une fiscalité différente. Avant 8 ans, vous avez les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Et après 8 ans, vous avez les prélèvements sociaux et l'impôt sur les revenus. Est-ce qu'on se serait peut-être pas fait avoir dans l'histoire? Eh ben non, parce qu'en fait, il y a une histoire d'abattement de 4 600 €. En fait, vous vous souvenez de l'abattement tout à l'heure, comme je vous expliquais, c'est une somme d'argent qu'on va retirer avant d'appliquer l'impôt. Donc si jamais vous retirez une somme ou la partie des intérêts uniquement qui ont été apportés au fur et à mesure des années par votre compte et pas l'argent que vous avez versé de base est inférieur à 4 600, eh bien, vous n'allez pas payer les impôts sur le revenu. Vous allez payer uniquement les prélèvements sociaux. Et si jamais cette enveloppe d'intérêt dépasse 4 600 €, eh bien, à ce moment-là, on va venir les retirer et sur l'argent restant, on va venir apporter l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'en fonction de combien d'argent vous avez mis sur votre compte, il y a 2 chiffres différents. Soit c'est 7,5, soit c'est 12,8. Mais bon, je pense que la plupart des gens ici, avant qu'on ait versé 150 000 € sur notre assurance vie, il se passera du temps. Donc, du coup, on va partir pour la suite des calculs sur 7,5. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fois, en fait, c'est tous les ans. Donc, si tous les ans, je veux retirer, par exemple, 10 000 € et que dedans, il y a 3 000 € d'intérêt, eh bien, je ne paye aucun impôt sur le revenu dessus. Je paye uniquement les prélèvements sociaux qui sont automatiques. Il faut savoir qu'il y a une autre subtilité, c'est 4 600 € par personne et par an. Donc, ça veut dire que si jamais vous êtes déclaré sur le même foyer fiscal que votre conjoint, eh bien, c'est non plus 4 600 € d'abattement que vous avez, mais 9 200 €. Voilà, pour 4 600 pour chaque personne. Et tous les ans, vous pouvez reprendre. Ok, ça c'est beau, c'est la règle. Et un chiffre, ça donne quoi? Imaginons que je retire 20 000 €.
sur mon compte. Dans ces 20 000 euros, il y a 10 000 euros d'argent que j'ai versé moi-même et 10 000 euros d'intérêt. Comment vont se calculer les impôts? On va prendre le premier abattement, donc 4 600, sur lequel on va juste mettre les 17,2% de prélèvements sociaux. Et ensuite, il restera les 5 400 sur lesquels on a les prélèvements sociaux et les impôts à 7,5. Au total, ça fait 1 125 euros d'impôts. Alors ça paraît cher, mais déjà, premièrement, rappelez-vous qu'on retire 20 000 euros. Mais deuxièmement, comparons avec les autres fiscalités. Si jamais on avait retiré avant les 8 ans, à ce moment-là, on aurait eu 3 000 euros à payer. Et si jamais on avait été parti sur un livret lambda, ça aurait été 6 000. Donc finalement, c'est beaucoup moins cher. Sachant qu'en plus, il est possible d'optimiser ce résultat encore plus. Je vous explique. Premièrement, si jamais on n'est pas assujetti à l'impôt, eh bien, on peut faire une demande de dispense de prélèvement forfaitaire obligatoire. Grosso modo, ça veut dire quoi? On ne paye que les prélèvements sociaux et absolument pas les impôts sur le revenu. Puisqu'on n'en paye pas au fur et à mesure de l'année, il n'y a pas de raison qu'on nous charge en plus dessus. C'est compté comme un revenu. Voilà. Mais maintenant, on peut même faire partie des prélèvements sociaux. En fait, si on a été licencié et qu'on est inscrit comme demandeur d'emploi à France Travail, qu'on est en cessation d'activité non salariée après un jugement de liquidation judiciaire, ça c'est pour les entrepreneurs, c'est des cas assez particuliers. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas concerné, vous inquiétez pas. Une mise à la retraite anticipée ou en cas d'une pension d'invalidité de niveau 2 ou 3 de la sécurité sociale, eh bien, on est exonéré de tous les frais, à la fois l'impôt sur le revenu et à la fois les prélèvements sociaux. Et ce, quelle que soit la somme d'argent qu'on a retirée ou notre tranche d'imposition habituelle sur les impôts. C'est une information qui était importante pour moi de mettre ici parce que je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai trouvé uniquement sur le site du gouvernement français. Et il s'avère qu'en fait, ça concerne énormément de monde. Par exemple, un licenciement, ça nous arrive tous à un moment où on veut en plus à côté pouvoir dégager de l'argent si on a besoin ou mettre en place des fonds. Mais dans mon cas, par exemple, j'ai fait un rachat cet été pour acheter cet appartement, là où je suis maintenant. Et j'ai une invalidité de niveau 2. Donc, j'aurais pu demander à être exonérée des prélèvements totaux. Bon, je vais demander à faire un rattrapage. Mais voilà, si jamais vous êtes dans ce cas-là, sachez que vous pouvez en profiter. Ça vous permettra d'améliorer encore plus la fiscalité. Que se passe-t-il si on décède? Eh bien, l'assurance vie, en fait, elle est aussi beaucoup utilisée pour ça. Parce qu'elle a une fiscalisation très intéressante là-dessus. Déjà, il faut savoir qu'on peut désigner qui on veut comme héritier, que ce soit nos enfants, des proches, mais également la voisine, la SPA du coin. En fait, c'est aussi bien une personne physique qu'une personne morale, comme une association ou autre. Et vous connaissez sûrement la loi en France. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail des lois sur la succession parce que c'est très compliqué. Ça dépend de la filiation, si on est le conjoint, le parent, l'enfant, si on a un particulier. Mais sachez que les frais et les impôts varient en fonction de ça. Mais surtout, il y a des obligations. Par exemple, on ne peut pas déshériter ses enfants en France. Il y a un pourcentage minimum de biens qui doit pouvoir leur revenir à votre décès. Là, l'avantage, c'est que si jamais vous ne voulez pas mettre vos enfants dedans, vous pouvez. Voilà. Et si jamais vous voulez faire 50% vos enfants, 30% la SPA, 20% un petit gamin que vous connaissez, que vous avez mentoré, vous pouvez. Mais maintenant, si vous voulez faire 90% le gamin que vous avez mentoré, 9% la SPA et 1% vos enfants, vous pouvez aussi. La répartition est complètement entre vos mains sur ce que vous voulez faire. Et il y a là-dessus en plus des avantages, parce que vous savez sûrement que quand on hérite, il y a des impôts à payer. Alors ça va de rien du tout dans le cadre d'un conjoint, voilà, mais ça va jusqu'à 60% d'impôts si jamais il n'y a aucune filiation entre deux personnes. Eh bien, vous pouvez l'oublier avec l'assurance vie. En fait, c'est compté complètement à part. Ce qui fait qu'en fait, si jamais la personne n'est pas en lien avec la famille, elle n'a pas à payer 60%. Et même si jamais c'est un enfant, eh bien en fait, quand il devra payer une partie d'impôt sur sa succession,
l'argent pardon, sur l'assurance vie ne seront jamais pris en charge. C'est complètement différent. Et l'assurance vie bénéficie en elle-même de sa propre fiscalité. Si jamais vous avez placé de l'argent avant 70 ans, avant de payer des frais dessus, c'est 152 000 € 500. Et si c'est placé après 70 ans, c'est 30 000 € 500. Quel est le but? C'est pour éviter que papy-mamie, à l'heure de la mort, se dise « Oh, je vais flouter l'État et je vais tout donner à un enfant ». Alors ça, on pourrait comprendre, mais ne pas oublier qu'il y a beaucoup d'arnaques qui se touchent aux personnes âgées, ou des fois des personnes âgées qui se rendent compte que finalement, elles ne s'entendent plus, ou elles veulent embêter leurs enfants jusqu'au bout. Les deux sont possibles, et donc du coup, veulent complètement changer. Ça permet en fait de s'assurer ce point-là. Mais du coup, ça fait de l'assurance vie un excellent moyen de pouvoir transmettre un patrimoine à votre enfant sans vous rendre pauvre. Je m'explique. On sait à l'heure actuelle que les EHPAD coûtent extrêmement cher. Question, comment fait-on quand on a acquis tout au long de sa vie de l'argent qu'on a prévu pour sa retraite ou pour justement prévoir les frais de santé, l'EHPAD qu'on aurait à payer, pour pouvoir le transmettre à ses enfants en limitant les frais? Il y a les possibilités de faire des donations au fur et à mesure de sa vie. Mais une fois que vous avez donné l'argent à vos enfants, il n'est plus à vous. Alors, d'après la loi, ils sont obligés de prendre soin de vous, mais c'est plus compliqué, ça peut entraîner des problèmes. On le sait que l'argent, ça crée des dissensions dans les familles. Eh bien là, grâce à ça, avant 70 ans, vous placez l'argent sur l'assurance vie. Il y a le moindre souci, vous devez rentrer en EHPAD ou autre, vous pouvez le prendre, il est encore à vous. Et le jour où vous mourrez, eh bien, vos enfants vont pouvoir le récupérer avec les mêmes avantages que si jamais vous avez fait une donation de votre vivant. Voilà, c'est ce qui fait que c'est un placement qui est très apprécié par les grands-parents, justement. C'est ce qu'a fait mon grand-père, par exemple. L'argent qu'il a est mis de côté au cas où il en ait besoin, mais tout est déjà prédisposé comme si jamais c'était sa propre succession. Ce qui fait que lorsqu'il partira, eh bien, en fait, on sera tranquille au niveau des frais à payer. L'autre avantage, c'est si jamais vous voulez prévoir vos frais de décès. Il faut savoir que lorsqu'une personne meurt, tous ses comptes en banque sont congelés. On ne touche plus jusqu'au moment où la succession est faite. Sauf l'assurance vie. À partir du moment où elle est informée que la personne est morte, la banque va contacter les successeurs pour mettre en place le virement de l'argent et qu'ils puissent le récupérer. Donc, typiquement, si jamais vous avez prévu de l'argent au cas où vous arrive un problème et que vous devez être enterré, les obsèques, c'est 5 000 € minimum par personne. Et c'est le service basique, voilà. Eh bien, en fait, ça peut être un bon moyen d'être sûr que vous avez ce qu'il faut pour protéger vos héritiers de se retrouver à court d'argent tout en vous assurant, vous, eh bien, un bon service funéraire. Alors, justement, faut pas confondre l'assurance vie avec l'assurance décès. Il y a une différence qui peut paraître assez légère, mais qui en fait change tout. Les deux, ce sera de l'argent qu'on va vous donner une fois que vous êtes morte. Voilà, si vous l'utilisez dans le cas d'une transmission. La seule chose, c'est que l'assurance vie, c'est une épargne. Les successeurs n'auront que l'argent qui a été économisé et placé sur le livret et les intérêts. Par contre, l'assurance décès, c'est une assurance. Elle porte bien son nom, contrairement à l'assurance vie. L'assurance décès, c'est bien une assurance. Donc, en fait, on se met d'accord sur une cotisation, sur une prime qui sera versée en cas de décès. Et chaque mois, on paye une somme à l'assureur. Alors, gros coup de bol, vous vivez beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Eh bien, c'est le principe d'une assurance. En fait, même si vous avez payé plus cher que la somme qui a été prévue, eh bien, ce sera toujours la même somme qui sera reçue à la fin. Voilà, comme une assurance. Gros coup de malchance, malheureusement, vous venez de passer l'arme à gauche quelques semaines après. Eh bien, ce n'est pas grave, même si jamais l'assurance n'a jamais reçu l'argent complet pour pouvoir payer la prime, c'est le principe de la prime, dans tous les cas, la somme fixée est la somme qui sera versée. Voilà. Donc, c'est deux subtilités qui sont différentes et sur lesquelles il faut faire attention parce qu'ils ne se préparent pas pareil. Si jamais vous voulez être sûr de transmettre une somme d'argent au cas où,
en fonction de votre âge, en fonction de quelle est votre capacité d'emprunt, la capacité d'épargner, vous allez choisir différemment une assurance vie ou une assurance décès. Sachant que si jamais vous avez beaucoup trop d'argent et que vous vous retrouvez à dépasser les enveloppes de succession, entre 52 000 ou 30 500, vous pouvez tout à fait cumuler les deux. Il n'y a aucun problème là-dessus et c'est un moyen de pouvoir transmettre encore différemment de l'argent. Voilà. C'est juste que l'assurance décès, c'est un pari qu'on prend sur encore combien de temps de vie on a. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu mieux comment fonctionnait l'assurance vie, comment on va la mettre au profit de ses projets? Parce que bon, économiser pour économiser, c'est sympa, mais c'est le but de personne dans la vie, hein. À part peut-être Picsou, mais bon, c'est quelqu'un de fiction et personne n'a été comme ça. Déjà, petite question. Si jamais je mets 100 € à 10% pendant 20 ans, combien j'aurai à la fin? Est-ce que j'aurai 300 €, à savoir les 100 € que j'ai mis, plus 20 fois 10%, donc 20 fois 10 €, 200 €, ou est-ce que ça me fera 672 €? À votre avis, ce serait quoi? A ou B? Je vous laisse répondre rapidement en commentaire. Hihi, je vais aller voir. Je veux savoir ce que vous en pensez. Un B, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un B? Ok, encore. Personne n'y veut du A. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre A? Ouais, encore du B. Bon, j'ai que des bonnes élèves avec moi. Effectivement, c'est bien la B. En fait, oui, la première année, vous allez récupérer 10 € d'intérêt. Mais la deuxième année, c'est plus 100 € que vous avez. C'est 110 €. Donc, du coup, les 10%, les intérêts là seront non plus 10 €, mais 11 €. Et l'année suivante, c'est 10% de 121, donc 12,10 €. L'année suivante, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et vous voyez, les intérêts augmentent à chaque fois, la somme qu'on a à chaque fois, eh bien, elle grossit de plus en plus. Ça fait un effet boule de neige. Et donc, du coup, si jamais je place 100 € une fois à 10% et que j'attends, la première année, elle va me faire 110. La cinquième année, 161 €. J'aurai 161 € sur mon compte. Mais au bout de 10 ans, j'en aurai 259. 20 ans, 672. Et 40 ans, 4525. Comme vous pouvez voir, plus le temps passe, plus ça accélère et plus ça grandit vite. Tout ça, je le rappelle, juste en mettant 100 € une fois. On n'a fait aucun versement derrière. C'est ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. C'est que plutôt que de récupérer les intérêts et de les dépenser ou autre, on va les laisser et ils vont venir se composer comme une petite salade et s'accumuler. Et progressivement, ils font de plus en plus d'argent. Très clairement, quand on part sur ce genre de projet, on part sur plusieurs années minimum. On va compter 5 à 10 ans facile. Mais mine de rien, à une époque où on vit 70 ans, 5 ans, c'est 14% de notre vie. C'est pas beaucoup. Donc, du coup, on a largement le temps de faire plein de choses avec. Et donc, du coup, par exemple, si on prend l'exemple, oula, ça fait 2 fois l'exemple, désolée. Je dépose 50 € une première fois, je mets 10 € tous les mois et je prends un compte à 8%. C'est un format qui est facilement accessible, même pour un étudiant, quelqu'un qui vient juste de commencer ou quelqu'un qui a un petit revenu. Eh bien, vous voyez qu'au bout d'un an, j'aurai 178 €, mais au bout de 10 ans, j'en aurai 1909 et au bout de 40 ans, j'en aurai 33 000. 10 € par mois. 50 € au départ, 33 000 €. On peut faire un paquet de choses avec 33 000 €. Donc, du coup, c'est un format qui est idéal pour faire des projets à moyen et long terme, entre autres. Donc, prévoir les études d'un enfant, l'aider à s'installer. Ça, si on s'y prend dès sa naissance, comme vous avez vu juste avant, 20 ans, ça fait près de 6 000 € pour juste 10 € par mois et 50 € de dépôt au départ. 5 000 € pour un impact très faible sur les finances. Et pour autant, eh bien,
l'enfant va avoir assez pour pouvoir faire les études qu'il veut ou pouvoir, dès le départ, trouver un appartement et se loger. C'est également très intéressant pour les adolescents, puisque ça reste une somme assez faible et déjà en 10 ans, on arrive à avoir un certain total qui va les aider pour un projet, un rêve qu'ils peuvent avoir. Alors je sais que parmi nous, il y a certaines personnes qui rêvent d'aller en Corée du Sud, mais 1 900 € n'est-ce pas suffisant pour faire un voyage? Vous êtes quoi faire le billet et vous loger pendant un paquet de bout de temps. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ça leur apprend à gérer leur argent et surtout à se projeter avec dans le futur. Ça apprend le principe de l'économie, une donnée qui est importante. Maintenant, partons sur un autre projet, quelqu'un qui a un peu plus de moyens. On va penser à un travailleur qui vient de finir, enfin, un jeune qui vient de commencer son travail, quelqu'un qui a un emploi stable, régulier depuis des années, qui travaille par exemple à temps partiel sans souci particulier, ou une famille, hein, ça marche aussi, parce que quand on a des enfants, ça impacte le budget. Si je place 100 € à 8% et que chaque mois je verse juste 50 petits euros, au bout de 5 ans, j'ai 3 794 €. Au bout de 10 ans, c'est près de 10 000 €, 9 222. Et 20 ans, c'est 28 000. 40 ans, c'est 163 000. Donc, si jamais à mes 20 ans, je place 100 € et tous les mois, je verse 50 € sans bouger, à 60 ans, l'âge de la retraite, j'aurai 163 000 € qui m'attendront pour pouvoir partir tranquillement. C'est tout l'intérêt de viser loin et des projets. Parce que là, maintenant, tout est accessible. Quels sont tes rêves? Voyager, te marier, acheter une maison dans un autre pays, lancer un business, par exemple, si jamais tu veux lancer un commerce. Je connais quelqu'un qui veut lancer son café, comme ça, un café achat, préparer sa retraite. Eh bien, tout ça, c'est accessible grâce à l'assurance vie. Par exemple, un voyage en Corée, 2000 balles, avion inclus. Pour quelqu'un qui ne pourrait pas économiser beaucoup, 50 € à 8% et verser 10 € par mois, ça prend 11 ans. Maintenant, si jamais on peut faire plus et qu'on met 100 € au départ et qu'on continue de verser 10 € par mois, en 5 ans, on les atteint. Et si maintenant on prend 100 € et qu'on rajoute juste 50 € par mois, en 3 ans, on a atteint sans aucun problème de quoi se payer son billet en aller-retour en Corée et la nourriture, l'hôtel, tout le bazar. Maintenant, s'installer en Corée. J'ai regardé, les sites donnent plutôt 5 000 € pour s'installer en Chine, en Asie. Bon, on va prendre 7 500 pour être tranquille, hein. J'aime bien être confortable. Si jamais c'est un projet que je commence depuis que je suis une petite jeune, par exemple, et que je peux juste mettre 50 € et verser 10 € par mois, ça me prendra 23 ans. Mais si jamais je verse 100 € au départ et 50 € par mois, c'est moins de 10 ans. Et si jamais j'ai pu mettre 200 € et verser 100 € par mois, en 5 ans, ce rêve peut se réaliser. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai mis des petites sommes régulières. Pourquoi? Parce que c'est ces petites sommes régulières qui vont permettre de pouvoir économiser sans s'en rendre compte, sans gréver le budget, sans l'impacter vraiment. Mais rien ne vous empêche, quand vous avez une prime, ou que vous retrouvez avec un peu plus d'économie que d'habitude, de pouvoir le mettre sur votre compte, de faire un versement exceptionnel. À ce moment-là, vous vous retrouvez avec l'argent encore plus rapidement. Tout ce qui est Noël, les cadeaux, surtout quand on est adolescent, c'est facile de pouvoir les verser dessus. Ses grands-parents aiment bien donner ce genre de cadeaux, les proches aussi, parce qu'on ne sait plus vraiment quoi acheter. On peut acheter des albums avec, voilà. Mais on peut aussi prévoir ses rêves à 5 ans ou à 10 ans. Maintenant, si jamais on veut acheter un appart, on considère qu'il faut apporter entre 10 et 20% de l'apport du prix. J'ai pris 15 000, ça couvre une bonne catégorie d'appart. Eh bien, si jamais vous voulez aider votre enfant à avoir l'apport quand il se lancera, c'est 19 ans qu'il faut si jamais vous mettez juste 50 € et 30 € tous les mois. Mais si jamais vous travaillez et que vous avez envie de vous installer dans quelques années pour pouvoir fonder votre famille, pour pouvoir avoir un chien, faire un potager, comme vous voulez, si vous avez vos rêves, ce rêve-là, eh bien, en fait, il suffit juste d'économiser 100 € par mois. En moins de 10 ans, vous avez l'apport suffisant. Et c'est un apport qui peut changer beaucoup de choses parce qu'en fait, plus votre apport sera haut,
moins vous allez payer d'intérêt, plus vous allez avoir un meilleur taux au niveau de votre prêt également. Ça fait moins de frais d'assurance également. On entend de plus en plus parler, mais quand on prend un prêt, on est obligé de prendre une assurance. Et l'assurance, elle est là pour, en cas de souci, si jamais il se passe quoi que ce soit, payer le prêt à votre place. La seule chose, c'est qu'elle dure toute la durée du prêt. Donc en fait, en ayant un meilleur apport, donc un prêt plus petit, vous ne payerez pas moins cher d'assurance par mois. Par contre, au final, l'assurance, comme elle aura couru beaucoup moins longtemps, vous aurez moins à payer dessus. Donc ça peut vraiment changer beaucoup dans un projet immobilier. Et enfin, préparer sa retraite. Pour la préparation de la retraite, j'ai prévu 70 000 € qui est la somme que les Français ont économisée en moyenne pour la préparation de la retraite. Si jamais, à 20 ans, je commence à placer 25 € par mois, eh bien, au bout de 40 ans, j'aurai cette somme-là. Maintenant, si jamais je commence à 40 ans, eh bien là, déjà, il me faut un apport un peu plus conséquent et c'est 120 € par mois qu'il va me falloir passer pour atteindre cette somme. Et si jamais je commence à 50 ans, mieux vaut tard que jamais, mais non seulement c'est 500 € que j'aurais passé, mais je devrais économiser 400 € par mois pour pouvoir atteindre cette somme-là. Ça montre surtout une chose, c'est qu'en fait, il faut s'y prendre le plus tôt possible. En règle générale, les gens commencent à s'intéresser à la retraite à partir de 40-45 ans. C'est pour ça qu'il est conseillé de s'y intéresser dès les 30 ans. Mais comme vous voyez, si jamais on s'y intéresse dès ses 20 ans, eh bien, on est tranquille et on peut prévoir encore plus loin. Alors maintenant, une petite subtilité là-dessus, par rapport à la retraite. Il faut savoir que l'assurance vie permet ce qu'on appelle la rente viagère. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous arrivez à la retraite, vous dites, voilà, mon compte, il y a tant d'argent dessus. La banque vous dit, voilà, vous avez tel âge, il y a tant d'argent dessus. Nous, on vous verse tant d'argent tous les mois jusqu'à ce que vous mouriez. Alors, ça a des avantages. Premièrement, si jamais tout d'un coup, il y a une crise et le rendement, il n'est plus à 8%, il est à 5%, vous vous en fichez. Vous recevrez toujours la même somme, peu importe eh bien, les taux en cours. Deuxièmement, c'est jusqu'au décès. Si vous vous retrouvez, comme Jeanne Calment, à vivre jusqu'à 120 ans, eh bien, c'est très avantageux pour vous parce que vous êtes touché beaucoup plus d'argent que ce que vous aviez économisé. Par contre, ça va changer certaines choses. La fiscalité change complètement. Alors ça, c'est un point qui est particulier que je n'ai pas détaillé. Et si jamais vous voulez plus de détails, des calculs précis, tout ça, il faut vous rediriger vers un conseiller en investissement financier ou conseiller en gestion de patrimoine. C'est la même chose, qui eux sauront vous dire exactement ce qu'il en est. Par contre, il faut savoir une chose, c'est quand on demande à transformer une assurance vie en rente viagère, vous ne pourrez plus jamais la transférer en héritage à vos proches. Il n'y a plus de successeur. En fait, à ce moment-là, la somme d'argent appartient à la banque. Et si jamais vous mourrez et qu'il reste de l'argent, c'est eux qui la récupèrent. Si jamais quand vous mourrez, vous avez dépassé le plafond, c'est eux qui vous payent. Voilà, ça marche dans les deux sens. En fait, on bascule sur un format type assurance et non plus livret d'épargne. Donc, si jamais vous voulez utiliser l'assurance vie, il faut vous poser ces questions-là. Quel est le projet? Ensuite, de combien j'ai besoin? Et ensuite, soit combien de temps pour épargner, soit combien je peux épargner. Et en fonction de ça, eh bien, vous pourrez faire votre plan et ensuite construire votre projet petit à petit, petit à petit, et tout en bénéficiant eh bien, des intérêts composés. Mais il faut faire attention, parce que là, tous les calculs que je vous ai donnés, c'est des calculs qui sont sans frais. Voilà, 100 € à 8% avec un versement de 50 € par mois, et j'ai appliqué différents taux de frais. Tous des taux compétitifs, on est en dessous des 2%, mais comme vous voyez, ça peut changer énormément. Ça va de 3 000 à 7 000. Ça double. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on choisit son contrat et qu'on choisit les frais qui seront appliqués. Alors, justement, quels sont les différents frais? Vous allez avoir en premier les frais d'entrée. Ce qu'on appelle frais d'entrée, c'est le pourcentage que va prendre la banque sur l'argent que vous versez sur le compte.
Au maximum, légalement, c'est 4,5%. Maintenant, quand c'est au-dessus de 3%, faut fuir. Et de manière générale, si vous voyez plus de 2%, c'est que c'est très rarement quelque chose de compétitif. Vous pouvez fuir, vous pouvez l'arrêter. On va chercher plutôt des banques qui vont avoir des frais d'entrée entre 0 et 2%. Ensuite, les frais de sortie. C'est l'inverse des frais d'entrée. Quand vous faites un rachat, que vous récupérez l'argent, eh bien, certaines banques vous disent, voilà, je récupère une partie des frais dessus, une proportion en plus des impôts pour nous, notre gestion. Vous avez après les frais de gestion. Ça, c'est obligatoire, vous les avez systématiquement. Alors, en fonction de s'il y a des frais d'entrée et de frais de sortie, ils seront plus ou moins élevés. Mais ils commencent à 0,5% et peuvent très vite grimper. Donc faites attention parce que les frais de gestion, ce sont des frais qui sont pris tous les ans, au 31 décembre, peu importe la somme d'argent que vous avez sur votre compte. Donc, vous n'avez pas eu d'intérêt ou il y a eu un rendement très mauvais, c'est pas grave, ils se payent de leur pourcentage. Et parfois, ça peut être plus que l'intérêt de l'année. Donc, officiellement, dans l'année, vous avez perdu de l'argent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Vous avez également les frais d'arbitrage. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'arbitrage? On va le voir un petit peu plus loin, mais l'argent est placé sur différents fonds. Et c'est comme vous dites, non, je ne veux pas que l'argent soit sur ce fonds-là, je le veux sur ce fonds-là. Voilà. Et bien à ce moment-là, c'est un arbitrage et certaines banques peuvent vous prendre des frais. Et enfin, vous avez les frais financiers dont je vous parlais justement avant. Et une petite subtilité là-dessus. Donc là, comme je disais, les frais d'entrée, on va viser entre 0 et 2%. Et les frais de gestion, très souvent, c'est entre 0,5 et 1%, tout compris. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai mis tout compris. Plus, en règle générale, il faut se méfier, on est sur une mauvaise compétitivité ou, et on le verra à la fin, on est sur un contrat éthique, avec des gros guillemets. Hop là. Voilà. Donc, déjà, première petite chose sur laquelle il faut faire attention, les frais de gestion peuvent varier selon le support de compte. Ça veut dire quoi? C'est quoi un support de compte, en fait? Ce que je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de l'arbitrage. En fait, l'argent va être investi par la banque dans ce qu'on appelle des fonds. Donc, soit des fonds euros, ce sont des fonds qui sont garantis par l'État. Vous êtes sûr d'avoir un rendement. Le problème, c'est qu'ils sont très peu rentables. Mais c'est ce qui a permis à l'assurance vie de se faire son nom et d'être autant apprécié parce qu'il y a quelques années, les fonds euros étaient extrêmement rentables et on était sûr d'avoir de l'argent. Il y avait du 2% garanti. Maintenant, on n'y est plus du tout, mais c'est là-dessus qu'a été bâtie la fiabilité et la renommée de l'assurance vie. Ce qui va faire la différence est que maintenant, des contrats peuvent avoir de bonnes rentabilités. Ce sont ce qu'on appelle les unités de compte. Alors, on les détaillera plus tard, mais ça va être par exemple les SCPI, les actions, les ETF, voilà. C'est plus rentable, mais comme il n'y a pas de garantie par l'État, eh bien, si jamais l'unité est déficitaire, vous vous retrouvez avec un intérêt négatif. Voilà. Et donc, du coup, parfois, ces fonds-là, en fonction de ce qui est choisi, vous allez avoir des fluctuations, des frais de gestion qui sont plus ou moins chers. Et justement, quand on parle du fait que ce n'était pas garanti, vous avez sûrement déjà vu cette phrase, risque de perte en capital. Les performances passées ne préservent pas des performances futures. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, comme des fois le rendement peut être négatif, vous pouvez perdre de l'argent, tout simplement. Vous aviez 1 000 € au début sur votre compte, vous avez un rendement de moins 2%, vous vous retrouvez avec 980 €. Voilà, c'est possible. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, ça peut faire peur, mais il y a une chose bête, c'est que ça se prévient déjà et ça se rattrape. Et c'est justement là qu'on va voir la partie sur la bourse. Alors, si je vous parle de la bourse, il y a de grandes chances que vous imaginez le trader qui est là à New York en train de surveiller et ça monte et ça descend et ça monte et ça descend. Ou quelqu'un comme Warren Buffett qui est là à se coltiner des journaux économiques, à devoir voir comment marche une entreprise pour savoir si ça vaut le coup d'investir dedans ou non. Ce qu'on appelle le trading, en fait, c'est essayer de repérer le moment où l'action est basse et le moment où elle est haute et avant qu'elle redescende pour revendre. On est sur de la très petite durée. On cherche à faire des coups
des bons coups temporairement. Ça demande énormément de travail, c'est un métier, il faut se former à ça, se tenir à jour, se tenir au courant, suivre en permanence les informations, d'administration qui sont données sur les entreprises et tout. Voilà. Et à côté, il y a la partie épargne. Parce que comme vous pouvez le voir sur le graphe en dessous, certes, c'est pas tout droit, mais dans l'ensemble, ça augmente. Et donc le principe, c'est de se dire: «OK, j'achète l'action. Oui, des fois, elle va redescendre un petit peu avant de remonter, avant de redescendre un petit peu, avant de remonter. Mais moi, je m'en fiche. Au bout de 5 ans, 10 ans, dans tous les cas, je sais qu'elle vaudra plus cher que ce que je l'achète aujourd'hui». Alors oui, qu'est-ce qui se passe justement quand ça descend, quand ça chute? C'est ce qu'on appelle à ce moment-là la perte de capital et vous pouvez le voir, sur la fin du graphe, il y a une partie où ça redescend. Mais ce qui est bien avec la bourse, c'est comme on n'est pas sur à l'heure comme sur du trading, mais à l'année, on sait que ça remonte. Même les plus grosses crises boursières comme celle de 2009 ou de 1929, au bout de 2-3 ans, si les personnes avaient continué à investir dans l'action qu'elles avaient, ça serait remonté, elles auraient récupéré tout l'argent qu'elles avaient perdu et elles auraient repris les bénéfices. Bref, ça ne charge pas grand-chose. En plus, on le sait, après une chute boursière, ça regrimpe encore plus vite parce que le marché boursier, de manière générale, retombe toujours sur ses pattes. Excusez-moi, ma maman m'a donné son gentil rhume. Voilà. Et vous voyez là, c'est mars 2020. Il y a une belle chute. Mais de manière générale, tous les cours ont, en un an, retrouvé leur position de base, voire même ont augmenté. En haut, vous avez le Nasdaq, qui est donc du coup l'indice boursier américain. Non seulement il a retrouvé le même stade qu'avant très rapidement, mais en plus, il a continué de grimper. Pour lui, il n'y a eu aucun problème. C'était juste à la limite un petit souci. Voilà, il était un peu fatigué ce jour-là et c'est bon, ça repart. Alors oui, effectivement, c'est pas sûr à 100 C'est demain, si la civilisation s'effondre, que la bourse s'effondre, oui, vous avez perdu votre argent. Mais enfin, si jamais l'économie, la civilisation s'effondre, je pense que j'aurais d'autres soucis personnellement que de m'inquiéter de savoir comment je peux récupérer mon argent sur mon compte. Il y aura des plus gros problèmes avant. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on a retiré ça et qu'on est sur du placement à long terme, on est tranquille. Même si temporairement ça descend, on sait qu'à long terme, on sera toujours gagnant. Il faut savoir une autre chose aussi, c'est que les petits traders qui s'amusent à pister les montées et à pister les descentes, en fait, il est prouvé qu'il est très difficile pour eux de faire mieux que simplement suivre le cours de manière générale. Très, très peu y arrivent et la plupart sont moins performants que le cours global. Et ça, justement, les cours globaux, ça porte un nom. Ça s'appelle les ETF. Qu'est-ce que c'est les ETF? En fait, plutôt que d'acheter une action et puis demain, le patron s'enfuit avec l'argent et votre ferme, vous avez tout perdu, on va prendre un panier d'actions. Et des paniers d'actions très connus qui sont utilisés, c'est justement les indices boursiers. Le CAC 40, vous en avez déjà entendu parler, c'est quoi? Le CAC 40, c'est le cours des 40 plus grandes entreprises françaises. Si on prend un ETF qui va répliquer, donc qui va suivre l'indice du CAC 40, on va avoir dans ce panier les actions des 40 plus grandes entreprises. LVMH, Total, tout ça, L'Oréal. Demain, il y en a une qui se casse la figure, c'est pas grave. Parce que j'ai 39 autres pour pouvoir me tirer vers le haut et qui, elles, ont augmenté. Parce qu'oubliez pas, chaque année, tout augmente. Donc, même si jamais ça baisse, il y en a une qui va se scratcher, se casser la binette, on va, en tous les cas, être rentable. On diversifie. Et là-dessus, croyez-moi, c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir faire de l'épargne sans souci. Parce qu'en fait, vous n'avez non pas à suivre les actualités d'une entreprise, mais à suivre un cours de manière globale. Vous le choisissez et vous laissez vivre sa vie. Dans tous les cas, si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, faire des simulations au niveau des frais, au niveau des taux, parce qu'on va voir après l'histoire des taux de rentabilité, vous avez l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui a mis en place un simulateur des frais sur son placement. Et c'est avec ça que j'ai fait tous mes calculs avant. Voilà.
Seulement, attention, il y a les frais qu'on vous annonce, frais de gestion, les frais de entrée, frais de sortie, mais il y a des frais qui sont cachés. Ceux qu'on ne vous ne dit pas parce qu'en fait, ce sont ceux de la gestion des fonds qui ont été choisis et du coup, ils sont cachés dans la rentabilité globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, imaginons que vous avez choisi un fonds qui fait 5% de bénéfices. Ouais, mais voilà, ce fonds-là, il a des frais de gestion qui sont énormes. Et si jamais on les retirait, en fait, c'est pas 5% d'intérêt sur l'année qu'il y aurait, c'est 8 ou 9. Voilà. Vous n'avez pas la ligne sur votre relevé de compte. Par contre, les frais vous ont bien plombé votre rentabilité. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander au banquier le DIC, qui est un document qui est obligatoire de vous donner si vous lui demandez, et qui indique tous les frais. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter, on verra ça vers la fin, justement dans le choix des banques, à privilégier celles qui vous séparent ces frais-là. Alors maintenant, le problème, c'est que, ok, ça peut monter, ça peut descendre. Il y en a qui sont parfaitement à l'aise avec cette idée, et il y en a qui ne le sont pas du tout. Comment on fait? Eh bien, il a été établi ce qu'on appelle les profils de risque. En fonction de si jamais vous êtes plus ou moins sensible au risque de perdre de l'argent. Vous avez le profil prudent. On va mettre 20% sur des fonds non garantis et 80% sur des fonds garantis. C'est qu'en fait, même si jamais ça te casse la figure, même au moment de la crise la plus dure du Covid ou de 2009, eh bien, dans tous les cas, ils avaient une rentabilité qui était positive. Alors, certes, on était à 1 petit pourcent, 1,5, mais c'était positif. On n'a pas perdu officiellement d'argent. Par contre, quand on a récupéré la phase de rebond derrière et que ça a explosé, c'était que 20%. Donc, du coup, ils n'ont pas aussi une énorme rentabilité quand ça va bien. Ça, c'est idéal si jamais vous êtes sensible à l'idée de perdre de l'argent ou frileux. Voilà. Après, vous avez le profil équilibré, 50-50. Là, on va être sur un profil, il y a quand même 50% de fonds garantis, donc on est à peu près sûr d'avoir 100% du temps des taux positifs. Mais il y a aussi 50% de frais de fonds non garantis. Donc, la possibilité de faire un plus gros coup si jamais ça monte, même malheureusement, la possibilité de se retrouver avec du 0,5, du moins 0,5, du moins 1% en cas de moments compliqués au niveau d'un fonds particulier, comme par exemple les crises, 2009, le Covid en 2020 et autres. Là, c'est quelqu'un qui veut bien jouer un petit peu avec son argent, il n'y a pas de souci, mais pas trop quand même, on ne va pas pousser mémé dans les orties. Et après, vous avez le profil dynamique, 80%, 20%. Là, le but, c'est les 20% sont juste là pour être sûrs, pour garantir, mais sincèrement, je fais confiance à la tendance de toujours remonter, de toujours être en augmentation. Donc, je veux prendre une grosse part de cette rentabilité-là. Ça, c'est des comptes qui très régulièrement vont avoir des rentabilités qui sont supérieures à 10%. Mais c'est des comptes qui peuvent aussi, pendant les crises, vous apporter des rentabilités à moins 5, moins 6, voire même, je l'ai vu quand j'avais étudié le profil, moins 10. L'année suivante, il y avait plus 16. Voilà, donc en un an, tout a été rattrapé. Mais sur le coup, il faut digérer le fait qu'il y a moins 10% dans son épargne et que du coup, il y a une perte en capital. Si jamais vous ne savez pas quel est votre profil, vous avez la MSCSF qui a fait un questionnaire spécialement pour ça. Je vous enverrai le lien pour vous aider à vous décider justement à déterminer quel est votre profil de risque afin de pouvoir choisir votre assurance vie en conséquence et partir sur des bonnes bases. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne vous ai jamais parlé de son taux de rentabilité, de son taux d'intérêt officiel. Au début, le livret A, je vous ai dit 2,5, livret développement durable 3. Il n'y a pas de taux officiel pour une assurance vie parce que ça va dépendre à la fois des banques, les fonds qu'elles ont choisis, comment elles ont géré les fonds qui ne sont pas des fonds euros, qui ne sont pas des fonds garantis, mais également votre profil. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que depuis le départ, j'ai pris toujours le même taux, un taux global qu'on peut atteindre sans trop de problèmes, sans prendre trop de risques. Mais ça, c'est un point à vous de calculer. Ça va dépendre aussi des projets.
Parce qu'on va avoir tendance, par exemple, à privilégier la sécurité sur un projet à court terme, 1 ou 2 ans. Entendons-nous, un projet à moins d'1 an, on met ça sur un livret A ou un livret d'épargne populaire ou un livret de développement durable. Ça ne sert à rien de le mettre sur l'assurance vie. Vous n'allez rien gagner, strictement, ni en fiscalité, ni en intérêt ou autre. Pour un projet à 1 ou 2 ans, à ce moment-là, on va avoir tendance à privilégier la sécurité parce que ça serait un petit peu embêtant si on se trouvait avec moins 10% tout d'un coup dans le nez et qu'il fallait attendre 1 an ou 2 pour pouvoir qu'on devait décaler du coup notre projet d'1 an ou 2. Après, ça dépend de à quel point vous êtes sensible au risque. Moi, c'est le genre de choses qui me dérangerait absolument pas. Mais par exemple, pour mes proches qui sont, eux, sur un profil beaucoup plus sécuritaire, contrairement à moi, eux, ils vont placer majoritairement sur des fonds euros, peut-être 20% en unité de compte, mais c'est tout. C'est aussi quelque chose sur lequel on va mettre les placements pour enfants. Alors, dans un sens, c'est un petit peu stupide parce que sur 18 ans, on a le temps de se relever si jamais ça se casse la figure, voilà. Mais il y a cette croyance, cette pensée, cette volonté de protéger l'argent pour nos enfants. Et donc, du coup, très souvent, les placements pour les enfants vont se retrouver avec des placements plus sécuritaires, plus de fonds euros, des placements qui font moins chercher la rentabilité, donc du coup, qui sont moins à risque d'avoir des pertes. Et finalement, est-ce que ça change grand-chose? Alors oui, ça change, mais en fait, sur 18 ans de placement, même si vous êtes à 5% au lieu de 8, 10 ou 15, vous allez amasser suffisamment d'argent pour pouvoir leur aider à financer leur projet. Et deuxièmement, c'est la retraite. Parce que là, c'est pas l'argent de ses enfants qu'on voit, c'est l'argent pour nous. Et ça fait très mal au cœur, tout comme quand on voit l'âge de la retraite reculer, et bien de se rendre compte que notre projet a perdu de l'argent et qu'il va falloir attendre encore 2-3 ans pour pouvoir retrouver le niveau global. Donc là-dessus, c'est des projets qui vont plutôt viser une rentabilité plus faible, mais une plus grande sécurité. Maintenant, comment on fait pour prévenir la fluctuation? Comment on fait pour limiter les dégâts? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand je vous parlais des ETF, où on achète non pas une action, mais un panier d'actions. Si on a une qui se casse la figure, on est tranquille, les autres sont là pour ça. Eh bien, les banques font pareil. Donc, quand vous apprenez un compte, quand on dit la gestion pilotée, où c'est la banque qui détermine elle-même quel fonds elle met, quelle unité de compte elle choisit, eh bien, elle va multiplier, elle va en prendre le plus possible. Alors, là-dedans, il va y avoir du très très bon rendement, plus 20, plus 30, plus 40. Il va y avoir des rendements moyens, plus 1, plus 2. Il va y avoir quelques mauvais à moins 5, moins 10%. L'avantage, c'est que vous êtes sûr d'avoir du positif. L'inconvénient, c'est qu'avec les placements très peu rentables, eh bien, ça va impacter la rentabilité. Mais au moins, vous êtes tranquille et c'est très souvent ce qui est fait. Maintenant, vous vous dites, moi, je suis un petit malin. Je ne veux pas prendre ce risque-là. Je veux choisir moi-même mes placements. Je vais en mettre plusieurs pour être sûr dans tous les cas, mais je vais dégager tous ces profils que je sais qui sont moyens à 1-2% qui me plombent considérablement ma rentabilité. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le profil libre, où en fait, c'est soi-même qui allons choisir comment on va arbitrer. Rappelez-vous ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire choisir soi-même où on place son argent, en fonds euros ou en unité de compte. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir premièrement favoriser la rentabilité. Par exemple, j'ai remarqué dans une des assurances de laquelle je suis, dans une des banques, eh ben, qu'il a un fonds qui fait du plus 30% tous les ans, d'autres qui en font du plus 50 tous les ans. Voilà, du plus 60, il y en a un qui a plus 60. Donc très clairement, je vais choisir plusieurs fonds, entre 3 et 5, mais je ne vais pas du tout garder ceux qui sont à 1% ou autre. Deuxièmement, on peut également choisir des fonds selon ses convictions, parce que c'est le souci en fait dans les placements bancaires. On commence à entendre de plus en plus parler, mais on ne sait pas où son argent va. Quand on met de l'argent sur notre assurance vie, ça va être épargné dans des unités de fonds, mais on ne sait pas du tout où c'est que ça va. Le plus opaque, c'est les fonds euros. On ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière. Et donc, du coup, dans les unités de compte, on peut choisir. Il y a des unités de compte qui vont être, par exemple, parce qu'en fait, quand vous avez une unité de compte, vous avez la liste des entreprises intérieures. Donc, du coup, vous pouvez les choisir et ainsi dégager ce qui vous dérange. Si jamais vous boycottez quelque chose, si jamais vous voulez pas avoir
l'industrie du pétrole, le tabac, l'armement. Voilà. Vous voulez boycotter McDo, Starbucks, parce que, par exemple, je pense qu'un des plus gros boycotts qu'il y a eu récemment, c'est par rapport au conflit israélo-palestinien. Eh bien, si jamais vous voulez que ça se reflète dans votre assurance vie, vous pouvez, grâce au profil libre, en arbitrant vous-même. Et donc, à ce moment-là, quand vous le faites vous-même, eh bien, on va privilégier soit les packaging d'actions, soit les ETF, rappelez-vous, les paniers d'actions, soit les SCPI. C'est quoi une SCPI d'ailleurs? Alors, une SCPI, en fait, on la surnomme aussi l'investissement pierre-papier. Quand j'achète une maison, j'achète dans la pierre et il y a deux choses qui peuvent me rapporter de l'argent dessus. Premièrement, si je la loue, je vais récupérer le loyer chaque mois. Et deuxièmement, quand je la revendrai au bout de quelques années, j'aurai fait une plus-value. Voilà. C'est comme ça que l'immobilier rapporte de l'argent et c'est pour ça que c'est un placement qui est aussi apprécié. C'est un placement qui est très sûr. Votre maison, elle est dure, elle est en physique. Le monde s'écroule, l'économie s'écroule, votre maison est encore là. Voilà. Donc, quand on parlait de la bourse tout à l'heure, contrairement à la bourse, vous n'avez même pas ce risque-là dans l'immobilier. Eh bien, la SCPI, c'est le même principe, sauf qu'en fait, au lieu d'acheter une maison, vous allez acheter des parts dans un panier de maisons. Ce sont des fonds, en fait, qui vont gérer des bâtiments. Alors, il y a du logement, des immeubles, mais vous avez aussi des choses qu'on ne pourrait pas avoir accès nous-mêmes, des hôpitaux, de grands bâtiments, des musées, tout ça. Et là-dessus, eux, ils vont s'occuper de le gérer, de le mettre en location. Quand il y a besoin de faire la revente, il y a la plus-value. Et donc, une fois qu'ils ont pris les loyers et la plus-value des reventes qu'ils ont faites, ils retirent leurs frais de gestion et ce qui reste, eh bien, ils vont le répartir à toutes les personnes qui ont pris des parts dans cette SCPI en fonction de votre pourcentage d'action. Donc ça, c'est très bien pour avoir un placement qui est fiable et qui en plus rapporte une rente chaque année. Alors par contre, petit point sur lequel faire attention, vous savez sûrement, mais ces derniers temps, l'immobilier ne se porte pas extrêmement bien. Les banques ont augmenté leur taux d'emprunt et du coup, ça se vend de moins en moins bien. Et donc, par conséquent, ça s'impacte aussi sur les SCPI. C'est pour ça que ce n'est pas un fonds garanti. On peut perdre de l'argent, mais ça va être beaucoup moins volatile, comme on dit. Donc, en fait, ça va être beaucoup moins flagrant, beaucoup moins gros que la bourse. Ça se paye aussi de l'autre côté. Les intérêts vont être aussi beaucoup moins grands que les actions boursières ou les ETF. Maintenant, passons à comment choisir sa banque, parce que du coup, maintenant, on sait quoi mettre dans le contrat, mais le contrat, on le prend où? Vous avez plusieurs types de banques qui existent. Premièrement, les banques traditionnelles. La Banque Postale, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Banque Populaire. Vous avez le choix. Elle va avoir différents avantages. Premièrement, vous allez avoir un conseiller particulier, quelqu'un à qui vous pouvez poser vos questions, faire les simulations en direct. Malheureusement, ce conseiller, parfois, n'est pas un conseiller, mais juste un commercial. Parce qu'en fait, ce sont souvent des contrats qui sont chargés en frais et qui sont très peu compétitifs. Et pourquoi ils sont chargés en frais? Eh bien, c'est la même raison pour laquelle votre banquier vous l'a proposé et là, ça prime si vous la vend. Donc, en règle générale, on évite de se tourner vers les banques traditionnelles. Maintenant, si jamais vous aimez votre banque et vous l'essayez, ça vaut le coup de tenter. Hein. Je vous ai donné plutôt les frais à faire attention et à partir de quelle somme on regarde. Vous avez ensuite les banques mutualistes. C'est quoi ça? La Massif, la Maïf, ça vous dit quelque chose? On les voit passer à la pub. Hein. Vous avez également la MSSF, la Carac. Très souvent, ça commence par un M, voilà, comme vous avez pu le voir. Et du coup, ce sont en fait des fonds qui sont non pas avec des... purée, j'ai oublié le nom. Il n'y a pas d'actionnaire. Le principe, c'est que c'est mutualiste. L'argent est redonné, s'il y en a en trop, aux personnes qui y sont souscrits. C'est ce qui leur permet du coup d'avoir un bon rendement. Par exemple, mon compte à la Carac en 2023 m'a apporté plus 3,1% de bénéfices en étant uniquement à 100% sur un fonds euro. Voilà, on n'est même pas sur le niveau, on n'a même pas de fonds monétaires ou autre. Mais parce qu'en fait, une fois qu'ils ont récupéré leurs différents frais, ils regardent, ils se payent eux,
Et tout l'argent qui est en supplément, plutôt que de reverser des dividendes aux actionnaires, ils le reversent aux personnes qui ont souscrit. Deuxièmement, eh bien, les banques mutualistes vont avoir des frais compétitifs également, puisqu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à faire rentrer beaucoup d'argent. C'est plus de problèmes qu'autre chose. Ils ont besoin juste de quoi se payer. Donc, progressivement, ce sont des comptes qui ont commencé à avoir leurs frais qui diminuent. Il y a 10 ans, la Carac, c'était 3,6% de frais d'entrée et 2% de frais de gestion par an. À l'heure actuelle, je vous en parlerai tout à l'heure, mais il n'y a plus de frais d'entrée et c'est 0,9% de frais de gestion par an. Parce qu'en fait, ils vont diminuer dès qu'ils peuvent. Et l'avantage d'une banque mutualiste, c'est que vous avez également un conseiller, quelqu'un qui se charge de votre dossier. Et là, on n'a plus vraiment un commercial, mais vraiment un conseiller, parce que même s'il touchera une prime, on le rappelle, il n'a pas vraiment intérêt à vous donner un produit qui est très chargé. Au contraire, il a intérêt à vous donner quelque chose qui est adapté à vos besoins. Par contre, le souci, c'est que très souvent, ils ne sont pas à jour au niveau des unités de compte. Vous avez beaucoup moins de marge sur ce que vous pouvez proposer, arbitrer. Et donc, ils proposent uniquement des packaging, une vingtaine, une trentaine. C'est le cas, par exemple, de la Carac ou de la MACSF, chez qui je suis, mais je n'ai pas été regarder sur la Massif et la Maïf et les autres. Mais voilà, c'est quelque chose de très fréquent. Ils ont un peu de retard sur ce point-là. Et enfin, vous avez tout ce qui est banque en ligne. Alors là, si jamais vous êtes du genre à chercher le meilleur, très souvent, c'est par là qu'on va commencer à se tourner. Parce que vous avez des frais ultra compétitifs. Vous allez également avoir un accès complet aux actions françaises. Attention, les actions étrangères ne sont pas accessibles, mais aux ETF, aux SCPI, hop là, j'ai oublié le terme, aux OPVCM, voilà, je crois que c'est. Vous avez vraiment beaucoup plus de choix. Vous allez également avoir des approches novatrices. Ce sont parmi les banques en ligne qu'on a trouvé les premières banques éthiques. On en parlera rapidement à la fin, mais c'est là-dessus qu'on peut, pour l'instant, aucune banque, qu'elle soit traditionnelle ou mutualiste, n'a proposé de faire un vrai compte assurance vie éthique. Par contre, vous n'avez pas de conseiller particulier. Vous pouvez avoir des conseillers, mais il ne vous connaît pas, il ne suit pas votre dossier. Vous avez Martine un jour, demain vous aurez Michel. Les deux sont compétents, mais si jamais vous voulez revenir et que vous aimez avoir un suivi, on perd ce côté-là un petit peu pratique des banques physiques. Par contre, elles sont extrêmement fiables, puisque très souvent, maintenant on a l'habitude de tout ce qui est banque en ligne pour les comptes courants, Boursorama, Hello Bank, Fortuneo. Ces banques-là sont fiables parce qu'elles ont des banques traditionnelles qui les secondent, qui les épaulent. Et bien, c'est pareil pour les banques en ligne. Donc, on n'est même plus à risque là-dessus de perdre son argent parce qu'ils ne sont pas fiables et ils sont barrés du jour au lendemain. Non, non. Ils sont aussi fiables que les autres. Alors, du coup, concrètement, une bonne assurance vie, ça ressemblerait à quoi? Ce qui suit, je vous ai inscrit 2 assurances vie différentes. Ce n'est, comme je vous le rappelle, absolument pas un conseil en investissement ou autre, mais juste 2 profils différents que j'ai remarqués et qui, moi, m'intéressent beaucoup. Premièrement, vous avez la Carac, je vous en ai déjà parlé. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Et ça, mine de rien, ça peut jouer beaucoup sur la rentabilité d'une assurance vie. Mais également, il a des frais de gestion global de 9%. Et j'insiste bien sur le global. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que des fonds peuvent avoir leurs propres frais de gestion? Avec la Carac, comme ils ont créé eux-mêmes leur propre packaging, du coup, en fait, c'est inclus à 9%. Voilà, on est sur une assurance vie mutualiste. Donc, du coup, ça leur permet d'avoir une très bonne rentabilité. Chaque année, ils sont classés parmi les meilleures rentabilités du marché, systématiquement depuis des années. Et en plus, il y a une prime de parrainage de 100 € pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire. Voilà, ça, c'est super cool. Et après, le seul point, par contre, c'est que pour l'arbitrage, c'est uniquement des packagings d'actions groupés par thème. Mais c'est extrêmement clair, vous pouvez choisir comme vous voulez. Et personnellement, je trouve que pour commencer, c'est très pratique. En plus, pour avoir comparé avec les packagings de la MACSF, je les trouve extrêmement performants.
et comme je vous disais juste avant, il n'y a pas de frais supplémentaires. Si jamais vous voulez voir plus d'informations sur les fonds, les packaging d'actions de la Carac, vous pouvez aller sur donc, leur site carac.fr/présentation-de-nos-fonds. Voilà, un nom super long, juste pour dire que là-bas, il y a tout le détail avec les rentabilités. Et si vous téléchargez la plaquette, vous avez directement accès au DIC avec la liste des entreprises qui sont dedans et les frais qui pourraient se cacher dedans si jamais vous voulez vérifier. Et ensuite, j'ai sélectionné une assurance vie en ligne. Linksea, c'est même, je crois, la première à avoir proposé le taux le plus bas du marché de frais de gestion de 0,5%. Toujours pareil, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, et elle est complètement fiable puisqu'elle est supportée par le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, Generali et Apicil. Donc autant vous dire qu'avant qu'elle se casse la figure ou qu'elle se barre avec vos sous, il se passera du temps. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a même eu une tentative de piratage. Ma petite fourmi en parle, puisqu'elle était déjà cliente à cette époque-là de ce compte. Et justement, eh bien, en quelques jours, tout a été réglé. L'argent n'a pas disparu. Et en moins de 2 jours, elle avait récupéré tous les accès à ses comptes. Voilà. Et là-dessus, vous avez une prime de parrainage de 50 €. Pour l'arbitrage, Linksea, du coup, comme c'est une banque en ligne, donne beaucoup plus de liberté puisqu'elle ne propose pas des packaging tout faits, mais au contraire, elle va donner le choix donc dans les ETF, les paniers d'actions, des fonds euros, les SCPI, donc les paniers de maison cette fois-ci, voilà, c'est un parc immobilier directement, et les OPCVM, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est en fait un OPCVM ? C'est un organisme qui vous permet d'avoir accès à des fonds qui ne sont pas disponibles habituellement. Donc, on va être sur des entreprises qui ne sont pas en bourse, par exemple, ou qui sont à l'étranger, qui ne sont pas dans les devises habituelles. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas acheter d'actions seules étrangères. On ne peut acheter que des actions françaises. Donc, Total, LVMH, il n'y a pas de souci. Par contre, Apple, Tesla ou autre, vous pouvez oublier. Et bien, typiquement, un OPCVM pourrait vous proposer d'avoir accès aux actions américaines. Là-dessus, c'est extrêmement grand, extrêmement compliqué. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations et étudier si ça vaut le coup, je vous redirige, comme d'habitude, vers un conseiller en investissement financier qui saura vous épauler et vous diriger en ayant vos intérêts à cœur. Alors maintenant, comment on choisit ce ETF ? Parce que, ok, c'est sympa quand c'est des packaging, on a juste à regarder le chiffre, la rentabilité. Mais quand c'est des ETF, ça fonctionne différemment. Premièrement, on va regarder les frais. Les ETF ont en eux-mêmes des frais de gestion et il va falloir choisir maximum 0,3%. Pourquoi ? Parce qu'une fois, ces frais vont se cumuler aux 0,5% qu'on a vu avant. Le but, c'est de rester en dessous des 1% de frais de gestion totaux. Deuxièmement, on va regarder son ancienneté. Depuis combien de temps ce fonds est sur le marché afin d'être sûr qu'il soit bien, qu'il soit stable, qu'il soit sérieux. Et on prendra uniquement des fonds qui ont 3 ans minimum. On va également regarder son poids. Alors, c'est quoi le poids ? C'est la somme d'argent totale qui est dedans. Plus il y a d'argent dans un ETF, plus il y a de monde qui l'a. Et donc, du coup, plus c'est facile de pouvoir acheter, mais également plus c'est facile de pouvoir revendre. C'est qu'en fait, si jamais demain vous décidez de faire un rachat sur votre compte et que vous avez un ETF où personne quasiment ne veut l'acheter, c'est sympa, même s'il vaut des milliards d'euros, si personne ne veut l'acheter, vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas acheter votre maison. Donc, on va chercher des ETF qui ont un poids de 300 millions d'euros minimum, ou 300 millions de dollars, dépendant de l'indice qui serait indiqué. Et qui, du coup, on est sûr avec ce poids-là, que qu'on pourra le vendre facilement. Deuxièmement, on va choisir des ETF qui vont répliquer des indices boursiers populaires. Je vous en parlais, cette fameuse courbe. Vous allez en prenant ça, vous êtes sûr que les courbes en fait montent toujours et donc vous êtes sûr d'avoir une montée régulière. Alors il faut savoir qu'après, en plus des cours boursiers,
Vous allez avoir d'autres cours qui peuvent être mis, par exemple, sur l'eau, sur l'intelligence artificielle, sur l'écologie, voilà. Là, à ce moment-là, on est plus sur la réplication d'un cours boursier, donc il y a plus de risques, aussi bien de très forte rentabilité. Par exemple, en 5 ans, les ETF et les packaging sur l'intelligence artificielle ont fait plus de 100%. Voilà, une fois si on cumule si on additionne entre il y a 5 ans et maintenant. Mais ça veut dire que demain, il y a un gros problème au niveau de ChatGPT, on se trouve avec du moins 20% possible. Voilà, ça fait partie des risques. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos critères. On en parlait tout à l'heure, ça permet de, par exemple, si on veut privilégier l'écologie, on peut choisir des fonds sur l'eau ou autres, des fonds écologiques. Ensuite, on va préférer des dividendes capitalisants. Il faut savoir qu'il y a 2 possibilités. En fait, des dividendes soit capitalisants, soit des dividendes qui sont distribuants. Dans les 2 cas, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que quand c'est un dividende qui est distribué, vous devez vous-même, à la main, aller le réinvestir sur le fonds. Et en faisant ça, vous perdez du temps, de l'énergie, mais également de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un délai d'attente. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'action va continuer à augmenter. Chaque jour, ça augmente. Et donc, quand vous allez la réinvestir, vous allez perdre un petit peu d'argent. Alors, sur un an, ça ne change rien. On ne perd même pas quelques centimes. Mais rappelez-vous, si jamais on veut faire du très long terme, préparation à la retraite, d'un budget, d'argent à transmettre à ses enfants, ça peut changer, mine de rien, énormément le fameux effet boule de neige. Donc, pour gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, de la liberté, de la tranquillité d'esprit, capitalisant, c'est parfait. Vous n'avez rien à faire. Le fonds s'occupe tout seul, pour le même prix, de le réinvestir. Et enfin, vous pouvez regarder la note ESG. C'est quoi la note ESG? C'est la note écologie, sociale, gouvernance. Ça va être en fait l'éthique du fonds en fonction des entreprises qui sont dedans. Alors, ce n'est pas quelque chose de purement écologique, par exemple, mais il donne une idée. De toute façon, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille le site justetf.com qui vous donnera plus d'informations, les détails. Vous pourrez filtrer par rapport à ce qui est accessible sur une assurance vie, sur un placement en action ou un compte titre, voilà, qui sont aussi les autres moyens d'investir dans les ETF et dans la bourse. Vous pouvez filtrer par rapport à ça, comme ça vous êtes sûr que ça passe au niveau de la législation et autres. Et si jamais vous avez des questions sur un fonds sur un ETF, un fonds que vous propose votre banque, vous pouvez aussi avoir plus d'informations dessus. Maintenant, comment on va choisir ces SCPI? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un bon rendement pour les personnes qui sont prêtes à gagner un petit peu moins, mais qui sont intéressées notamment pour avoir des dividendes et également pour avoir moins de danger. Eh bien, pour la SCPI, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est les frais d'entrée. De plus en plus, on en voit qui proposent 0 frais d'entrée, mais en moyenne, sinon, c'est 12%. 12%, c'est énorme. Si vous placez 100 €, ça veut dire qu'il n'y aura que 88 € qui vont commencer à porter des intérêts seulement. Or, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que c'était à peu près du 3 à 5% une SCPI. Ça veut dire qu'il va vous falloir des années et des années avant de retrouver ne serait-ce que les frais que vous aviez l'argent que vous aviez au départ. Donc, une SCPI, ça vaut le coup uniquement s'il n'y a pas de frais d'entrée. S'il y a s'il y a des frais d'entrée, fuyez. Ça va être un plus mauvais coup à long terme qu'autre chose. Et maintenant, l'éthique dans tout ça. Parce que oui, c'est bien joli, mais comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas forcément où l'argent va. Et on n'a peut-être pas forcément envie de s'amuser à aller faire l'arbitrage, à décider nous-mêmes. Alors, je veux tel fonds, je veux pas tel fonds. Comment ça se passe? Bien, comme je vous en ai rapidement parlé, de plus en plus des banques en ligne ont commencé à créer des comptes d'investissement verts, donc écologiques, en fixant eux-mêmes leurs propres normes. Donc, par exemple, vous avez Greengot, qui est très connu. Vous avez Goodvest, qui monte de plus en plus, qui fait beaucoup de pubs, notamment ces derniers temps. Vous avez Nalo, également, qui propose un fonds éthique. Alors, c'est très bien. Il y a un tout petit souci. C'est que comme il faut passer beaucoup plus de temps à filtrer,
les frais sont souvent plus chers. Par exemple, sur Gringot, j'ai 1,6% de frais de gestion totaux, à savoir les 0,6% des fonds, plus 1% de Gringot en eux-mêmes. Parce que sur la vente proposée assurance vie, ils ont travaillé 2 ans dessus. Voilà. Mais si jamais on ne veut pas aller dans un fonds, dans une banque spécialisée, une banque éthique, et avoir autant de frais, on n'est pas fichu pour autant. Par exemple, il y a l'obligation depuis janvier 2020 d'avoir au moins un fonds qui est labellisé ISR. Alors, on parle d'un vrai label. Hein. Les labels que je vais vous citer après sont vraiment bien définis, cadrés, avec des règles. Tout ce qu'on vous cite en dehors de ça, eh bien, c'est très simple. Ce n'est pas un label. En tout cas, pas officiel. Ce sont des étiquettes, mais dans ce cas-là, on peut faire entrer à peu près tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de critères précis. Contrairement au label ISR, entre autres. Et donc, du coup, depuis janvier 2020, les banques qui proposent une assurance vie sont obligées de proposer au moins un fonds labellisé ISR. Et ensuite, en 2022, vous avez eu de nouveau, en plus, ils ont rajouté un fonds Griffin, donc là pour l'écologie, et un fonds Finansol, où là, c'est la finance. C'est un fonds de finance qui doit être écologique, qui doit être vert. Éthique, pardon. Ce sera plus comme ça, parce que dans tous les cas, le logo est vert, mais un fond vert, ça ne sert à rien. Donc, qui est pour la finance éthique. Et vous avez également une norme européenne, donc la SFDR, qui, un peu comme le Nutri-Score sur nos aliments, qui nous dit si jamais c'est trop gras ou trop sucré, trop salé, eh bien là, en fait, va donner la qualité de l'investissement. Et donc, on va souvent voir mis en avant l'article 8 et l'article 9, qui indiquent en fait des fonds de placement qui sont éthiques, bien et très bien. Bien pour l'article 8 et très bien pour l'article 9. Donc, par exemple, Nalou propose des fonds qui vont avoir les labels précédents et en plus l'article 8 et l'article 9 du SFDR. Mais j'ai fait une petite recherche parce que où est-ce que je les ai récupérés, hein, les beaux logos? Je ne me suis pas amusée à taper en ligne. Je me suis amusée à aller dans la carac, dans les fonds, à aller justement vérifier qu'ils les avaient bien. Et c'est là-dessus que j'ai téléchargé leur petit logo. Voilà, maintenant, vous êtes prêts à voler de vos propres ailes en sachant où vous voulez aller et à investir dans votre avenir. Est-ce que vous avez des questions? Hop là. Maintenant, je remets la caméra. Et je peux... Un petit chat qui est venu squatter. Vous m'entendez ou pas? Ah, bah vas-y, Marion, prends la parole directement. T'inquiète pas besoin de lever la main. Voilà. Voilà aussi pourquoi j'ai coupé la caméra, parce que tout le long, j'avais un petit chat. Alors, Marion, du coup, tu as une question ou pas? Alors, moi, j'avais une question. Oui, vas-y. Alors, faut pas faire attention que je viens juste de sortir de ma douche. Hein. T'inquiète pas, j'ai un chat sur les jambes. Effectivement. Du coup, est-ce que, à part ça, il en existe d'autres où il est vraiment plus connu, ou est-ce qu'il y en a des moins connus, mais elles sont moins fiables? Par rapport à quoi? Par rapport aux assurances vie? Ouais. En fait, les plus connues, très souvent, c'est celles qui vont avoir dans les banques traditionnelles. Parce que papa, maman, on les compte dans la Crédit Agricole. J'ai ouvert mes comptes dans Crédit Agricole. J'ai mis mes enfants au Crédit Agricole. Et j'ai demandé mon prêt maison au Crédit Agricole. Et à un moment, mon conseiller qui me suit depuis 20 ans, depuis que j'ai commencé à travailler, il me dit, mais une assurance vie, ça pourrait être bien pour vos projets. Maintenant que vous avez votre PEL et tout, ça pourrait être une bonne chose. Donc, voilà. L'assurance vie en elle-même n'est pas vraiment connue. C'est pas... En fait, celles qui vont être célèbres, par exemple, ça va être celles comme la Carac, mais uniquement dans les milieux investisseurs moyens. Par exemple, pour mon grand-père, qui n'a pas des millions à placer, mais qui voulait être sûr de transmettre un bon héritage à ses enfants et ses petits-enfants et les aider à se protéger, eh bien, dans les magazines de finance, la Carac revient régulièrement comme étant l'un des meilleurs placements de l'année. Voilà. C'est pour ça que plutôt que de vous donner ça, c'est la meilleure et vous oubliez la suite,
vous oubliez les autres. J'ai préféré plutôt vous donner les critères. Comment on choisit une assurance? En fait, c'est pas tant à la tronche de l'assurance, à la tronche de la banque, mais en fait, en lui demandant, votre contrat, il y a combien de frais? Est-ce qu'il y a des frais d'entrée? Est-ce qu'il y a des frais de sortie? Est-ce qu'il y a des frais de gestion? Comment ça se passe si jamais il y a un arbitrage, si jamais vous voulez vous-même décider de comment vous placez votre argent? Et puis également, après, se pose le calcul de est-ce qu'il y a des frais en plus dans le fonds en lui-même ou pas? Voilà. Une fois que vous avez appris ça, eh bien, vous pouvez vous-même aller éplucher les comptes que vous avez actuellement et en même temps faire des comparatifs. C'est aussi pour ça que j'ai partagé les 2 derniers, parce que c'est ceux que j'ai remarqué qui sont très bons, qui je les connais ou j'en ai entendu suffisamment parler pour pouvoir être sûre d'eux. Et qui, en même temps, présentaient 2 profils différents et vous montraient ce qu'était une bonne assurance vie. C'est que demain, si jamais vous avez une assurance qui fait oui, moi je suis génial comme assurance vie, voilà, j'ai 1% de frais d'entrée seulement et 1,5% de frais de gestion. Vous êtes capable de vous dire attends, mec, je vais faire une simulation parce que je sais que je peux placer tant par mois. Je sais que dans tel genre de projet, j'aurai tant de frais. Donc, à la fin de l'année, à la fin, au bout de 10 ans, j'aurai 3 000 €. Maintenant, je change les données. Eh ben non, si jamais je fais toi, à la fin, en fait, j'ai pas 3 000 €, j'en ai 7 000. Ou au contraire, ça peut arriver des fois des banques qui ont des frais d'entrée, ont des frais de gestion extrêmement faibles. Eh bien, pour eux, c'est plus intéressant de faire le calcul. Voilà. Et donc, ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il y a une chose toute bête, c'est que l'offre va constamment évoluer au fur et à mesure. Là, l'arrivée des banques en ligne a complètement changé la donne. Comme je vous disais, il y a 10 ans, la Carac avait des frais énormes. Maintenant, on en est très, très loin parce que le marché a évolué. Et le but, c'était pas de faire quelque chose à l'instant T, parce que ça veut dire que, 1, j'ai regardé tout ce qui existait. 2, je suis capable de toutes les comparer et de dire avec certitude que c'est la meilleure. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus. Il ne faut pas hésiter non plus si vous avez un conseiller régulier, à lui demander s'il y a un geste qui est possible de faire. Si vous voyez par exemple que vous êtes un chouille moins rentable que sur une assurance vie en ligne, mais que vous aimez bien, franchement, c'est cool, et à votre banquier, tout ça, il vous suit, vous pouvez lui dire, voilà, les frais sont un peu hauts, est-ce que il y a moyen de me faire un geste commercial? Quelque chose qui peut changer aussi beaucoup, c'est, je ne sais pas si tu l'as remarqué tout à l'heure quand j'ai fait les différentes simulations au niveau des sommes à placer, mais la somme qu'on place à l'ouverture, comme c'est celle qui reste le plus longtemps, elle peut jouer beaucoup sur les projets à long terme. Donc, vous pouvez aussi dire, ok, moi, ça m'intéresse bien, mais tu m'offres une somme pour m'installer? Voilà. Et donc, en fait, eux, ils peuvent vous donner une enveloppe d'installation, un petit peu comme les comptes jeunes, vous savez, ou les comptes post-bac, où ils offrent 40, 60, 100 € en fonction de la mention qu'on a eue. C'est totalement quelque chose qu'ils peuvent faire. Et les frais que vous allez payer servent entre autres à ça. Donc, n'hésitez pas à le demander. Voilà. Ok, d'accord. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Je vois Elodie t'a posé une question aussi similaire par rapport à Mutavie. En fait, je n'en sais rien. Il faudrait aller regarder. Voilà. Alors, Audrey, tu me demandais comment vérifier les taux des fonds. Eh bien, c'est très simple. C'est indiqué en ligne, soit sinon, c'est dans le DIC. Voilà. Ou sinon, parfois, c'est inclus par la banque. Par exemple, la MACSF, je les ai appelés pour savoir comment ça se passait. Et eux, ce qui se passe, c'est quand il y a un arbitrage, il y a un pourcentage d'arbitrage quand on met sur un fonds euro, mais il n'y a pas de pourcentage d'arbitrage quand on met sur une unité de compte. Et les frais de gestion sont globaux pour les deux. Donc ensuite, j'ai plus qu'à aller regarder le détail du compte, le DIC, et à ce moment-là, je pourrais en être sûre et certaine. Mais comme ce sont des packagings qu'ils ont eux-mêmes créés, eh ben, en règle générale, il y a très peu de risques. Mais voilà, c'est le plus simple. Les placements pour L'Oréal et Total, voilà. En fait, il y a chaque personne qui est différent. Il y en a, par exemple, qui vont boycotter Teva. C'est quelque chose que je voyais souvent quand j'étais en pharmacie. Ils refusaient les médicaments Teva pour ne pas soutenir. Et bien, Teva, si vous ne voulez pas avoir d'action dedans, c'est un moyen de pouvoir les éviter. Alors, Elodie demandait tout à l'heure comment démêler tous les frais et la dynamique, c'est intéressant sur le long terme en fait. Oui et non. La dynamique des intérêts composés est intéressante sur le long terme. Ça, c'est évident. Mais, comme je vous disais, c'est aussi un placement qui est complètement libre au niveau rentabilité.
Et donc, du coup, ça vous permet, même sur un projet plutôt court, de pouvoir choper un bon rendement. Tout à l'heure, j'ai fait une simulation, rien que sur 5 ans déjà, on bénéficiait des intérêts composés à 8%. Imaginez maintenant que vous réussissez à choper du 15-20% en ayant bien passé vos billes et tout dans vos actions. J'ai mis du 8% parce que le 8%, c'est le taux moyen de l'ETF SP500. Voilà. Donc, grosso modo, on est sûr d'avoir cette somme-là, on ne se mouille pas trop, on peut facilement l'avoir. Mais si jamais vous arrivez à choper beaucoup plus, et bien du coup, même en 5 ans, les intérêts composés auraient déjà fait pas mal de travail. Alors oui, plus on laisse longtemps, mieux c'est, mais il n'est jamais trop tard pour pouvoir commencer. Quelqu'un qui veut commencer sa retraite maintenant, alors qu'il a 50 ans, il a 10 ans pour pouvoir s'y mettre, et 10 ans, c'est largement suffisant pour pouvoir le faire. Si jamais il y a des petits jeunes qui veulent aller en Corée faire leurs études, 5 ans, c'est déjà suffisant pour pouvoir le faire. Ou, même si tu es une petite jeune, par exemple, demain, je me dis, en fait, basta la France, je veux aller m'installer au Québec comme j'ai toujours rêvé. Et bien, du coup, j'ai juste à planifier combien j'ai besoin, décider combien j'ai d'économies. Je fais ma simulation. J'aurai tant de temps, j'ai besoin de tant de temps pour pouvoir mettre autant d'argent. Et bien, à ce moment-là, je sais que dans 5 ans, 4 ans, en fonction de ce que j'ai, ou parfois 6-7 ans, je pourrais déménager sans aucun souci. En fait, l'assurance vie est un placement qui est extrêmement souple, c'est ça son intérêt, et qui peut être très rentable à long terme. Alors avant, il y avait un petit problème, c'est qu'avec les frais d'entrée qui étaient proposés, on vous disait que ce n'était pas de l'argent pour tout de suite. Parce que quand vous avez perdu 1 ou 2% sur votre somme, quand vous avez déposé votre argent, les premiers intérêts vont servir à payer le pourcentage que vous avez perdu au dépôt. Donc, c'est seulement à partir de la 2e année que vous allez récupérer vraiment les intérêts de votre somme. Donc, dans un sens, ça bloquait l'argent pendant 2 ans. Mais maintenant, rappelez-vous, on peut trouver des banques sur lesquelles il n'y a même pas de frais d'entrée. Donc, ça veut dire que dès qu'on a un projet qui est pour un peu plus d'1 an, on peut déjà mettre l'argent dessus et on récupérera plus d'intérêts que si jamais on le mettait juste sur un livret A. Voilà. Donc après, ça dépend de notre stratégie, de quel point on est sensible à la perte ou autre. Alors Audrey, je ne sais pas sur quoi tu demandais par rapport aux obligations. Est-ce que c'était par rapport au fonds garanti? Si c'est ça, oui, effectivement, ça contient entre autres les obligations, mais pas que. Voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est garanti, vous êtes assuré de ne pas être en négatif, en tout cas sur le papier, parce que, comme je disais tout à l'heure, si l'inflation était supérieure à ce que votre compte vous a rapporté, vous avez pas en direct et vous avez perdu de l'argent. Dans le sens où, avec l'argent que vous avez maintenant, vous pouvez acheter moins de choses que l'argent que tu aurais eu avant. Alors, à quel moment on connaît ce qu'on a gagné? Eh bien, tout simplement, à la fin de l'année. Puisqu'à la fin de l'année, vous avez les versements qui vous sont donnés, les prélèvements de frais de gestion. Et du coup, vous avez directement dessus vous avez dessus en fait la somme d'argent qui vous reste sur votre compte et qui va commencer à faire des petits bébés l'année suivante. Voilà, pour donner les intérêts. Et c'est comme ça qu'on peut savoir chaque année. Moi, par exemple, je connais mon taux de l'année dernière, mais je ne sais pas encore combien j'ai cette année. Je sais combien j'ai officiellement sur mon compte, qui est l'année dernière, l'argent que j'avais plus d'intérêt, mais je ne sais pas quel est l'argent que ça a dégagé cette année. Je le saurai au 1er janvier quand je recevrai mon relevé. Voilà. C'est pour ça que, notamment, c'est pas maintenant que je me mets à changer mes comptes. Pourquoi? Parce que les intérêts sont versés à la fin de l'année. Donc, autant, si jamais j'étais au début de l'année, ça vaudrait le coup de tout changer, parce que typiquement, un contrat qui est à 100% sur le fonds euro, comme j'ai sur la Carac, je limite la perte, c'est tout. Voilà. Par contre, ce serait stupide de la changer pour 10 jours à 10%, même si j'arrive à décoter un 15 ou 30%, tu vois, ça va rien me rapporter. Alors que si jamais j'attends, au moins je sécurise les frais, enfin les intérêts. Et dès janvier, je vais passer en arbitré, où en fait, je vais pouvoir redispatcher moi-même l'argent. L'avantage de la Carac, comme je disais, c'est qu'ils ont des fonds qui sont extrêmement performants. Ils ont une SCPI qui gère eux-mêmes, c'est ce qui leur permet d'avoir une si petite
charge de frais dessus. Et du coup, en fait, ça permet de pouvoir sécuriser. Il y a un spécial IA, ils ont plusieurs fonds éthiques, que ce soit avec l'ISR ou les 2 autres labels que je vous ai donnés, Greensol et j'ai oublié son nom. Attendez, je reviens. Finansol et Greenfin, voilà, j'avais mélangé les 2. Donc en fait, ils en ont plusieurs et vous avez donc l'IA, vous avez l'eau, et il y a des fonds plus sécurisés, par exemple des fonds sécurisés par la banque de Rothschild. Là, par contre, on est sur un rendement très faible, on est entre 2 et 3 %. Je crois que le maximum que j'ai vu, c'est du 5. Mais par contre, on est sur des fonds qui sont très sécurisés. Avant que ce fonds-là se casse la binette, il faut vraiment le vouloir, que ce soit une crise grave comme 2009 ou 1929. Voilà. Alors, Élodie, ça va dépendre de plein de choses. Désolée. Ça va dépendre de sur combien de temps tu le mets et comment tu dispatches tes fonds. C'est pour ça que j'ai aussi peu parlé de rentabilité, parce que c'est vraiment très particulier, très spécifique en tant que tel à vos propres choix. C'est que par exemple, comme vous avez vu, la bourse fluctue. Et donc, ça veut dire qu'il y a des fois où vous allez déposer votre argent, c'est haut, et des fois, vous allez déposer votre argent, c'est plus bas. Vous allez faire un bon coup. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que pour éviter ça, on a tendance à dire ne pas tout déposer d'un coup, parce que si jamais pendant quelques mois, ça va être stable ou ça va même parfois un petit peu baisser, vous allez vous retrouver avec de l'argent qui est bloqué et qui ne va pas faire d'intérêt. Alors que si vous aviez mis à plusieurs moments, eh bien, du coup, vous auriez certes acheté à un moment où c'était haut, mais vous aurez acheté un moment où c'était plus bas, des moments où c'était moyen. Et donc, mine de rien, ça lisse. C'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. C'est une technique qui est très, très utilisée quand on tient vraiment à se mettre en mode, quand on tient à faire de la bourse un produit d'épargne. Typiquement, c'est ce que je fais, parce que j'ai un PEA qui est ouvert depuis cet été. Et en fait, tous les mois, je place la même somme d'argent. Des fois, c'est un petit peu plus haut, des fois, c'est un petit peu plus bas, des fois, c'est un petit peu plus haut. Voilà. C'est pas grave, parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça se rattrape, ça se balance, et finalement, je suis gagnante. Maintenant, si jamais tu as une grosse somme d'argent et que tu as prévu de laisser sur un très long moment, ça change beaucoup de fonction de comment on l'a mis, parce que plus tôt on la met, plus tôt elle aura le temps de faire des intérêts, donc du coup, plus vite elle va enclencher la magie des intérêts composés. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, c'est en fonction des fonds que tu vas mettre. Imaginons que tu mets par exemple une partie de fonds euros. Si tu as un profil plutôt sécuritaire, tu vas prendre une partie de fonds euros, tu vas prendre une SCPI plus quelques ETF ou quelques packaging qui ne sont pas des fonds euros, qui sont de la bourse. Eh bien, à ce moment-là, en fait, c'est pas grave de tout mettre d'un coup, parce qu'en fait, même si jamais tu as acheté à un moment où c'était haut au niveau du packaging, et ben du coup, le reste est stable et va grandir de manière stable. Et la fluctuation, même si tu perds un peu avant de remonter, ça va se rattraper derrière. Et en le laissant à long terme, la perte que tu as eue à l'instant T ou du moment du dépôt, dans tous les cas, tu vas l'avoir dans la différence à la fin. Parce qu'il va lancer la machine beaucoup plus vite. Donc voilà, donc il y a vraiment plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Quel profil tu as, donc comment tu vas répartir tes fonds, quelle est cette somme d'argent aussi. Parce que voilà, je parle de DCA, mais on commence à parler de la technique DCA, donc placée régulièrement, à partir de 500 €. Donc imaginons que si pour toi une grosse somme, c'est 1 000 €, donc tu as le choix entre déposer 1 000 € d'un coup ou 10 fois 100 €. Sincèrement, tu ne te casses pas la tête. Mets les 1 000 € directement. 3 000, à toi de voir. À toi de voir ce que tu veux en faire, pour quel projet, quel est ton profil, ton aversion au risque aussi, ton aversion à la perte. Voilà. Typiquement, moi, je serais du genre à me dire, allez hop, si jamais je devais sécuritaire, du coup, ça va être un profil où tu vas quand même garder des placements stables, voilà, des fonds euros, des CPI. Pour 3 000, à toi de voir sur combien de temps tu veux laisser. Si jamais tu dis c'est 3 000 parce que je veux aller en Corée, ou je veux faire le tour du monde comme j'ai prévu depuis des années, ou je veux m'acheter mon appartement, voilà, et que du coup c'est pour dans 5 ans, sincèrement, je te dirais, mets 3 000 d'un coup,
tu as un profil plutôt sécuritaire, tu t'en fiches, tu vois. À la limite, tu fais 1500, 1500. Mais tu as peu de temps pour faire de la rentabilité. Si jamais, au contraire, c'est pour du 40 ans, bah là, ça vaut le coup de se dire, est-ce que je mets 2000 et 1000, par exemple 2000, un grand coup pour pouvoir apporter, et ensuite, ben, je mets 1000 € l'année suivante. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, et c'est pour ça que je vous ai partagé, je vais vous envoyer un mail là, avec les informations sur, notamment avec les différents dont je vous parlais, dont celui de l'AMF pour pouvoir tester, parce que sincèrement, il n'y a rien de mieux que d'essayer. Tu peux rentrer en fait dedans. Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble? Peut-être, ce sera peut-être plus facile pour pouvoir derrière le prendre en main. Vraiment désolée pour la toux, beau reste de la laryngite, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Partager. Donc en fait, le site est comme ça, et vous avez ici donc le montant de votre versement initial. Quand on met brut, c'est parce qu'en fait, c'est l'argent que vous apportez sans les frais. Et ensuite, le montant des versements mensuels. Ensuite, la durée de votre placement, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voilà. Et le taux de rendement brut, voilà, combien ça va apporter. Et ensuite, vous allez calculer. Au départ, est-ce qu'il y a des frais? Donc ça, c'est les frais d'entrée dont je vous parlais. Ensuite, vous avez... Ah oui, non, pardon, c'est pas là. Là, vous allez pouvoir rentrer, c'est ici. Parce que là, c'est si on veut rentrer une somme fixe. Ça, c'est quasiment plus. Dans l'assurance vie. Donc en fait, les versements initiaux, ce sont les frais d'entrée que vous allez avoir. Donc faites attention, il faudra à la fois l'appliquer sur l'argent que vous avez, s'il y en a, c'est à la fois sur l'argent que vous avez déposé la première fois à l'ouverture du compte, et également sur les versements mensuels. Donc si vous avez 1% de frais d'entrée, il faut les rentrer dans les deux. Et ensuite, vous avez ici le pourcentage annuel totaux, c'est le frais de gestion. Donc imaginons que c'est un placement rentable qui est à 0,5. Alors, il veut des petits points. Ok. Non. Voilà. Et là, vous rentrez les frais de sortie. Donc, imaginons que tu places, tu laisses passer, hop là. Oui, il va jusqu'à 250 000. Ça va jusqu'à 250 000. Il a des frais que moi, enfin, il a de la somme d'argent que moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, donc on peut aller à la main. Donc, imaginons que tu places 3 000 €, voilà, d'un coup. Et est-ce que tu as une idée de combien de temps tu veux laisser l'argent ou pas? Allez, on va dire que tu fais 5 ans parce que tu veux savoir, tu veux pouvoir faire ton tour du monde. Voilà, c'est ton rêve. Calculer. Ah oui, j'ai oublié le rendement. Tu as pris quelque chose de plutôt stable. Allez, on va te mettre un petit 6%. Tu partais sur un 8 parce que tu as mis quelques ETF, mais tu as mis du fonds euro pour être tranquille. Voilà, donc un petit 6%, facile. Voilà. Et donc, du coup, voilà ce que ça te donne. Le résultat de ta simulation. Au bout de 5 ans, tu auras 3 876 € et 16 centimes à toi, et tu auras payé au total 138,52 € de frais. Voilà, ça c'est le premier résultat. Maintenant, la première chose, on va les comparer ailleurs. On retire le versement initial, et cette fois-ci, on le place sur la Carac, voilà, qui est à 0,9. Parce que du coup, si on regarde les ETF pour l'Exea, c'est 0,8. Donc on va prendre le plus cher directement. Là. Et donc là, on s'avère qu'il y a 177,44 € de frais et 3 837,24 € d'argent dans ta poche. Tout à l'heure, c'était 138 €. Donc, typiquement, une banque qui proposerait 1% de frais d'entrée, mais que seulement 0,5% sur de gestion, c'est plus rentable qu'une banque qui te propose 0,9% de frais à l'année. Maintenant, donc du coup, on va rester sur ça et on va calculer différemment. Au lieu des 3 000 de base, on va partir sur 2 000. Et par contre, tu vas faire... Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas limiter le nombre de versements.
allez, on va dire que tu verses 100 € par mois pour commencer, sachant que dans tous les cas, une fois que tu auras fini d'écouler les 1 000 € qui restent, tu continueras sur ton argent. Voilà. Donc on garde pareil, 9 Ah, vous ne m'avez pas vu partager, désolée. Je t'ai retourné sur l'onglet de base tout à l'heure pour pouvoir le faire. Donc là, si on prend là-dessus, tu vois, si jamais tu mets tes 2 000 € d'un coup et que tu continues après de placer 100 € par mois, eh ben, tu te retrouves avec 9 000 € au bout de 5 ans. Mais ça, c'est parce que tu as continué de placer. Donc à ce moment-là, on va dire qu'on va changer et on va lui mettre que ce n'est pas pour 5 ans, mais c'est pour 2 ans. Voilà, là, en fait, il faut jouer avec, regarder. Eh ben là, rien que pour 2 ans, donc ça veut dire que tu as placé un petit peu d'argent de ta poche quand même. Et ben tu vois là, on est à 62,40 € de frais et 4 600 hop là, voilà. On est à 67 de 62 € de frais et 4 624,07 €. C'est pour ça que, voilà, je veux pas vous donner de liste ou de voilà. Comme on dit tout le temps, hein, apprends à quelqu'un donne un poisson à un homme, il mangera une fois, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Voilà. Plutôt que de vous dire tel compte c'est bien, tel truc c'est moins bien, telle chose, telle banque elle est nulle, telle banque elle est bien, il vaut mieux comprendre comment ça fonctionne, savoir quel est son profil pour pouvoir ensuite soi-même faire ses propres décisions et pouvoir calculer par lui-même. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des conseillers, en investissement financier, parce qu'on a tous des situations différentes et que du coup, bah, en fait, il y a rien qui est universel. Bon, pour celles qui me connaissent sur la Ginette Stratégie, vous le savez déjà, je passe mon temps à dire ça, qu'il y a rien d'universel, il y a pas de conseil universel. Mais ça marche aussi là-dessus. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions ou pas? De toute façon, si jamais vous avez des doutes ou autres, n'hésitez pas à, me demander, par MP. Sinon, je vous avais parlé, pour certaines, de Madame Investie, la communauté, où entre autres dessus, on a une gestionnaire de patrimoine qui est là pour, répondre à nos questions et pouvoir nous aider, à faire le choix. Par exemple, quand j'ai commencé à m'interroger pour moi, à reprendre le site d'assurance vie pour moi, au mois de novembre, j'avais une question, c'est pourquoi quand on parle de bourse, on parle toujours du PEA, donc du plan épargne action ou du CTO, du compte titre, mais jamais de l'assurance vie, alors que l'assurance vie permet aussi de faire de la placement en bourse. Et ben, c'est là-bas que je lui ai demandé et j'ai eu directement une professionnelle. Voilà. Donc ça peut être intéressant si jamais vous savez que vous voulez jouer avec votre argent, à essayer d'en tirer le plus possible, à vouloir investir, de rejoindre des communautés comme Madame Investie qui vous permettent justement bien de pouvoir être accompagné par des professionnels qui s'y connaissent bien, sans avoir besoin d'aller consulter tout de suite un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissement financier. Voilà. Bon, du coup, si jamais il n'y a plus de questions, je vais vous abandonner ici. Voilà. Parce que j'avais dit 21h30, on est à 21h46. J'avais un peu de temps, alors j'ai rajouté quelques slides pour les informations supplémentaires, parce que c'était intéressant. Et puis, du coup, ça a débordé. Donc voilà. Du coup, si jamais c'est tout bon pour tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous enverrai le replay. Je vais le charger sur YouTube dans la soirée, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, je vous l'enverrai dès que possible, voilà, avec la même adresse email. Si vous n'avez pas eu mon mail justement avant n'hésitez pas à consulter les boîtes de spam, parce que c'est mon mail pro pour la Ginette Stratégie, et donc du coup, en fait, parfois Google, il l'envoie dans les spams. Voilà, Google ou les boîtes mail. Donc n'hésitez pas à regarder. Normalement, j'avais envoyé une invitation, un rappel à 19h30. Donc du coup, je vous renverrai sur la même adresse le lien et tous les liens dont je vous ai parlé pour faire le test du profil, pour faire les tests, pour pouvoir simuler les frais. Les liens aussi de parrainage, hein, après tout, hein, il y a 100 € de parrainage pour la Carac. Si ça vous intéresse, autant en profiter. Voilà. J'ai pas encore de lien de parrainage pour l'INSEA, mais je vais probablement le commencer bientôt. Ah oui, petit point supplémentaire que j'avais oublié de vous dire. Si jamais, surtout si vous savez que vous n'avez pas un gros profil d'épargne, parce que l'intérêt de l'assurance vie, comme son nom l'indique, c'est rêver grand, investir petit, c'est de pouvoir investir pas beaucoup. Mais il y a des banques qui demandent un minimum d'investissement. Par exemple, elles demandent toujours un minimum d'investissement. Par exemple, chez l'INSEA,
on peut ouvrir une assurance vie en versant 50 ou 100 euros minimum, ça dépend du contrat. Pardon, désolée. Donc, on verse 50 ou 100 euros minimum et le versement mensuel est de minimum 10 euros, si je me bonne. Voilà. Mais à côté, par exemple, sur Gringotts, le versement initial est de 500 euros minimum. Voilà. Et si jamais on veut faire des virements, on peut mettre en place des virements réguliers mensuels à partir de 50 euros. Mais si jamais on veut faire un virement occasionnel, c'est 500 euros minimum. Alors, absolument pas. Des assurances vie, j'en ai 4. Voilà, j'en ai 2 à la MSSF, une à la Carac et une chez Gringotts. Tu peux en ouvrir autant que tu veux. C'est le PEA et le PEA PME, donc pour la bourse, mais pour les PME. Enfin, c'est pas qu'il faut être une PME pour l'avoir, tu peux en avoir un, mais tu vises pas les mêmes entreprises. Je l'ai ouvert parce qu'il y a une histoire d'antécédent, comme l'assurance vie. Hein. L'assurance vie, vous pouvez l'ouvrir, mettre 50 euros dessus, l'oublier, et au bout de 8 ans, ça aura mis non seulement vous aurez les bénéfices, mais en plus, vous aurez la tarification. C'est ça qui est intéressant, la fiscalité avantageuse. Voilà. Donc, le PEA et le PEA PME, qui, eux, leur fiscalité est sur 5 ans, à partir de 5 ans, eux, on ne peut en avoir qu'un seul légalement, oui. Livret A, livret jeune, livret d'épargne populaire, livret développement durable aussi. Mais par contre, l'assurance vie, tu peux t'en amuser à en avoir une à chaque coin de rue. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui concerne la fiscalité qu'on a vu aussi bien sur le rachat qu'en cas d'héritier, eh bien, en fait, c'est tout inclus. Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir 10 assurances vie sur lesquelles tu prélèves à chaque fois pile poil l'enveloppe chaque année. Non. Là, ça ne va pas marcher comme ça. L'État va te rattraper. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est ce que mon grand-père a fait. Voilà. Dans son héritage, c'est qu'en fait, il y avait une assurance vie qui était au nom de mon grand-père et de ma grand-mère, une assurance vie au nom de ma grand-mère, une assurance vie au nom de mon grand-père. Ce qui fait qu'en fait, les bénéficiaires des assurances vie qu'ont chacun de mes grands-parents sont mon père et mes 2 oncles, donc les 3 enfants. Mais les bénéficiaires de l'assurance vie au nom des 2 sont tous les petits-enfants. Ce qui fait qu'en fait, quand ma grand-mère est décédée, mon père a touché une partie de l'assurance vie en héritage. Mais nous, les petits-enfants, on n'a rien touché. Quand mon grand-père décédera, mon père retouchera de nouveau son héritage. Oui, elle est contente, ça lui fera le plus de whiskas. Donc, retouchera de nouveau une partie du coup l'héritage de mon père. Et nous, à ce moment-là, l'assurance vie commune sera débloquée. Parce que les 2, malheureusement, auront décédé. Voilà. Donc, autant vous dire que je ne suis pas du tout pressée de toucher cet argent. Je préfère garder mes grands-parents le plus longtemps possible. Voilà. Mais ça peut être intéressant là-dessus. Pareil, si jamais tu veux prévoir ça différemment. Typiquement, moi, je ne sens pas avoir d'enfant, mais je sais que mon petit frère aimerait bien en avoir un. Donc, en fait, le jour où il en aura un, je vais créer une assurance vie. Si jamais je la crée au nom de mon petit-neveu, que c'est pas mon enfant, c'est considéré comme une donation. Et donc, du coup, l'argent que je mettrai dessus sera taxé. C'est un peu ballot. Voilà. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si jamais je la crée à mon nom et que je le mets comme bénéficiaire, eh bien, l'argent que je voulais mettre de côté pour lui ou elle, quand il sera plus grand, je peux le mettre dessus. Et quand je mourrai, elle le touchera directement. Voilà. Et là-dessus, il ne payera pas de frais. Et donc, c'est l'assurance vie qui est spécialement pour l'enfant de mon frère et de sa femme. Et à contrario, je peux avoir mes 2 assurances vie. C'est idéal si jamais tu veux diversifier aussi différents projets. Tout à l'heure, on en parlait du fait qu'on n'a pas tous, enfin, qu'en fonction du projet, on n'a pas la même sensibilité au risque. Typiquement pour les enfants ou pour la retraite. Eh bien, tu peux très bien avoir une assurance vie pour la retraite où tu te dis, voilà, moi, je joue sécure, j'ai 20 ans, il me reste 40 ans devant moi, ou j'ai 30 ans, il me reste encore 30 ans devant moi. J'avais fait le calcul. Hein. Pour moi, si je veux, à l'heure actuelle, il faut qu'en 27 ans, c'est genre 200 euros et 120 euros par mois. Voilà. Donc, en fait, à 8%. Donc, tu dis, voilà, je suis sécure, j'ai 30 ans, je prévois pour plus tard, je vais mettre 100 euros de côté tous les mois. Mais franchement, ça m'ennuierait de me rendre compte que tout d'un coup, ça fait moins 30, même si après, ça fait plus 70, tu vois. Ça me ferait mal au cœur. Je vais jouer sécure. Voilà. Comme ça, si c'est mauvais, au pire, je n'ai que plus 1 ou 2%. Voilà, c'est pas une année vraiment perdue. Je n'ai pas perdu de capital. Et bien, du coup, tu te crées ton assurance vie et tu la mets uniquement
tu prévois ton prélèvement, pardon, et tu l'as fait sur ton capital. Et l'avantage également, c'est que quand tu transformes ça en rente viagère, c'est tout le compte. Tu ne peux pas séparer, en fait. Donc, en fait, tu n'as qu'un seul compte à séparer et à transformer en rente viagère. Ce qui fait qu'à côté, si tu as d'autres assurances vie, tu peux très bien les transmettre à tes enfants ou tes successeurs si jamais ce sont d'autres personnes ou une association, comme on l'a vu. Voilà. Et donc, du coup, tu peux séparer en fonction de tes projets. L'intérêt, c'est notamment de garder les comptes qui ont déjà été ouverts. Par exemple, je sais que j'en ai 2 à la MSSF et 1 à la CARAC. La CARAC était ouverte en 96. Le compte, il a connu les francs. Voilà. La MSSF, il y en a un que j'ai ouvert moi-même en 2016, donc qui a atteint ses 8 ans tranquillou, là en 2024. Et bien du coup, en fait, même si jamais il s'avérait que c'était moins rentable, je les garderai. Parce que ça va me permettre pour l'instant d'avoir un placement d'argent qui n'est pas bloqué. Donc si jamais je veux, dans le cas où je mets autre chose sur la CARAC, mais par exemple, j'aimerais retourner en Corée. Donc ce serait pour dans 2 ans, automne 2026. Donc on est typiquement sur un projet sur lequel on peut le mettre dans l'assurance vie. Eh bien, en fait, c'est plus intéressant pour moi de récupérer sur mon assurance vie qui est déjà passé ses 8 ans, certes un peu plus cher au niveau des frais, mais au moins sur lesquels je ne paierai pas d'impôt sur le revenu, plutôt que d'en créer une nouvelle sur laquelle je devrais payer l'impôt sur le revenu. Voilà. C'est aussi un calcul à faire. C'est pour ça que j'ai autant spécifié les règles de départ. Bonne soirée à toi, Audrey. De toute façon, je crois qu'on a à peu près fini. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas filé de maux de tête aux une migraine, parce que l'assurance vie, c'est génial. C'est très simple une fois qu'on a compris. Voilà. Donc, si on est à l'aise avec les chiffres, ça passe. Mais si jamais on ne l'est pas, c'est plus compliqué et on peut se retrouver un peu perdu. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre des graphiques, j'ai essayé de donner plein d'exemples pour vous permettre de pouvoir bien vous y retrouver. Voilà.